Alors, bonjour à tous pour cette nouvelle réunion du réseau de l'association Cheval et Sciences Humaines. Donc aujourd'hui, nous avons deux intervenants. Jean-Louis Gouraud qui va nous parler donc du dernier livre qu'il va éditer, qu'il va publier, et puis de son activité d'écrivain et d'éditeur. Et nous aurons ensuite Joanne Vornière qui nous parlera du cheval en louveterie. Hein. Oui. Donc je vais vous laisser la parole et je vous remercie beaucoup de votre présence. Oui, d'abord, je voudrais vous remercier de cette invitation et vous dire que je me réjouis beaucoup d'y voir parmi les auditeurs mon excellent ami Jean-Pierre Digard. Et je voudrais profiter de cette occasion, je sais bien que ça ne va peut-être pas lui plaire, mais demain, c'est son anniversaire. Demain, il a 80 ans. Et salut salut Jean-Pierre, bon anniversaire. Merci aussi à Diane, dont j'ai lu là, ces jours-ci l'essentiel de la thèse qu'elle doit soutenir, je crois, dans les semaines qui viennent. Et je n'ai pas de doute sur le résultat. Tous mes compliments. C'est un gros travail. Alors, je ne suis pas très sûr qu'elle puisse trouver facilement ensuite un éditeur, parce que c'est quand même un sujet extrêmement étroit, enfin, qui n'est pas destiné en tout cas au grand public, mais enfin, je pense qu'avec les aides à l'édition qu'elle va réussir à trouver, j'espère, dans son université, j'espère qu'elle pourra trouver une solution à l'édition. Alors, l'édition, justement, c'est mon métier principal, l'édition de livres et de livres spécialisés sur les thèmes du cheval, de l'équitation et de l'hippologie. Ce sujet, justement, je veux dire que les éditeurs sont de plus en plus frileux, de plus en plus regardants, de plus en plus inquiets parce qu'on assiste à un vertigineux effondrement du lectorat. Il y a eu une période bénie qui était il y a, je sais pas, une vingtaine ou une trentaine d'années, où les livres sur le cheval, l'équitation, etc., proliféraient et trouvaient chaque fois un public, en général un public féminin d'ailleurs, mais ce phénomène est en train malheureusement de décliner, de disparaître, et il en va de même d'ailleurs pour la presse équestre. Et on a assisté au cours de ces dernières années à la disparition de très nombreux magazines qui étaient des magazines plus ou moins spécialisés, soit dans une race, soit dans une activité équestre, soit même dans un lectorat. Il y avait eu un magazine qui s'appelle Cavalière, qui était destiné donc exclusivement aux jeunes filles. Et ce magazine, à ma connaissance, a disparu parmi beaucoup d'autres, et même parmi les principaux, et en particulier Cheval Pratique, qui a finalement fusionné avec Cheval Magazine. Et Cheval Magazine est, à ma connaissance, avec peut-être Grand Prix, ce sont les derniers magazines spécialisés. Cheval Magazine, donc plus généraliste, Grand Prix, plus intéressé par les sports équestres, mais comme chacun sait, l'éperon qui a longtemps dominé le marché est devenu, à ma connaissance, n'a plus d'existence que digitale. L'édition papier, je crois, a cessé de paraître, et on assiste à un phénomène voisin dans le domaine du livre, où la plupart des éditeurs qui éditaient des ouvrages, soit des traités d'équitation, soit des manuels d'hippologie, soit tout simplement de la littérature, le nombre de ces éditeurs va en diminuant. Crimpin Leblanc, à ma connaissance, n'existe plus, Lavozelle ne publie plus, Bûcher-Chasse, oui, alors, voilà, il y a quelques rares survivants, puisque même des grands éditeurs comme Belin, qui avait lancé il y a une trentaine d'années une collection spécialisée, Belin a été racheté par le groupe propriétaire également des presses universitaires de France,
et a renoncé à l'édition des ouvrages dans cette série, dans cette collection qui avait été créée par Marie-Claude Brossolet et ensuite animée par Guillaume Henry. Donc, pardon de commencer par brosser donc ce tableau un peu pessimiste, mais pour remonter le moral des troupes, je dirais qu'il y a encore de la place pour quelques succès et pour quelques best-sellers, pour quelques ouvrages qui se vendent par dizaines, par centaines, voire par milliers d'exemplaires, et je viens d'en vivre, et pour ma plus grande joie, un exemple tout récemment en publiant dans la collection que je dirige, enfin que j'ai créée et que je dirige chez Actes Sud, qui s'appelle Arts équestres, collection dans laquelle j'ai connu de très nombreux échecs cuisants et extrêmement décevants, parce que chaque fois que je publie un livre, je suis persuadé que il fera un tabac, mais ce n'est pas toujours le cas. Il est vrai que je ne cherche pas toujours à séduire un très grand nombre de lecteurs, comme quand, par exemple, je publie l'œuvre hippologique intégrale de Xénophon. Je sais bien que je ne vais pas en vendre des centaines de milliers, mais là, le livre qui vient de paraître, le plus récent, et non pas le dernier, peu comme disait Diane. Diane disait que j'allais parler du dernier. Non, ce n'est pas le dernier, parce que j'ai l'intention d'en publier encore. Mais enfin, c'est le plus récent. C'est un livre, je ne sais pas si vous allez le voir ici, voilà, comme ça, qui est un gros récit, enfin, comment dire, d'abord, son auteur, c'est Jean-Maurice Bonneau, qui a été, comme chacun sait, un des entraîneurs les plus efficaces, les plus sympathiques, celui qui nous a apporté le plus de résultats, en tout cas, aux équipes de France et du Brésil, par la suite, dans le domaine du CSO. Et Jean-Maurice Bonneau, à ma demande, et après avoir longtemps hésité, puisque ma première approche de Jean-Maurice Bonneau date d'une vingtaine d'années, au lendemain des résultats des Jeux équestres mondiaux de Jerez. Je l'avais approché à ce moment-là pour lui suggérer de nous raconter son expérience, en espérant que le récit de son expérience soit aussi plein d'enseignements pour ceux qui pratiquent le saut d'obstacle. Et alors, c'est tout à l'honneur de Jean-Maurice Bonneau. Il m'avait dit à l'époque, non, merci beaucoup, mais c'est trop tôt, j'ai pas encore de légitimité. Attendez un petit peu, laissez-moi améliorer encore mon palmarès. Et puis, mais je vous promets, si un jour je décide de commencer à écrire ou à faire naître ce livre, c'est avec vous que je le ferai. Et il a tenu promesse, et le résultat, c'est un livre, un gros livre, hein, puisqu'il fait beaucoup de pages, enfin, c'est très exactement 390 pages, dans lesquelles Jean-Maurice Bonneau raconte par le détail, avec beaucoup de talent, il a un vrai talent de conteur, quoi. Ce que je savais à l'oral, mais ce qui n'était pas tout à fait, il n'était pas certain qu'il puisse être aussi bon à l'écrit qu'à l'oral, mais heureusement c'est le cas, dans lequel il raconte toute sa carrière, et puis une rencontre, enfin, ses rêves d'enfance déjà, son désir qu'il a eu très tôt de porter la veste bleue de l'équipe de France, et puis sa rencontre qui a été pour lui assez déterminante avec Jean Rochefort. Et d'ailleurs, la couverture reproduit, c'est un portrait tout à fait charmant de ce tandem sympathique, Rochefort et Jean-Maurice. Et Jean Rochefort, voyant les efforts de Jean-Maurice pour entraîner nos équipes,
Jean Rochefort avait dit à Jean Maurice, on y sera un jour, mon grand, c'est-à-dire au plus haut niveau. Et Jean-Maurice Bonneau a eu la bonne idée de conserver cette citation de Rochefort pour faire le titre de son livre. Voilà. Alors, la consigne que je vais donner à Jean-Maurice a été parfaitement appliquée, enfin, comment dirais-je, il s'est parfaitement conformé à ce que je lui ai demandé, c'est-à-dire que derrière la narration anecdotique se trouvent toutes sortes, 1001 conseils, 1001 commentaires sur les raisons d'une réussite ou les causes d'un échec en matière de CSO, de saut d'obstacle, d'entraînement, et des hommes et des chevaux. Et donc, on est loin là du manuel d'équitation, c'est pas l'art d'être un bon coach en 15 leçons, c'est pas non plus un recueil d'anecdotes personnelles, intimes, genre people. C'est vraiment un très bon livre. Et d'ailleurs, le succès est déjà à la clé, puisque ce livre, j'ai assuré son lancement au dernier saut Hermès. Et dans la journée, Jean-Maurice a dédicacé 120 exemplaires de son livre. Quelques temps plus tard, il a un sponsor qui lui veut du bien a organisé une grande réception dans un château proche de Paris où tout l'univers du cheval était présent, et à nouveau, il en a vendu, il en a dédicacé près de 200. Du coup, on a déjà fait une première réédition, une première réimpression. Et là, à l'heure où nous parlons, il est à la Baule, où évidemment, il attrape encore une fois une crampe à la main droite à force de dédicacer des livres. Donc tout ça est assez réjouissant et prouve qu'il y a encore de la place pour des bons livres sur ce marché qui est pourtant, en gros, un marché en déclin. Alors, encore une fois, pour bien montrer qu'il ne s'agit pas de mon dernier livre, mais tout simplement du plus récent, je voulais simplement dire que naturellement, j'ai derrière tout ça beaucoup de projets. Depuis que je me suis lancé dans cette activité d'édition, j'ai dû donner naissance comme éditeur et non pas comme auteur, parce que par ailleurs, j'ai une production personnelle abondante, peut-être même un peu trop, mais comme éditeur, j'ai donné naissance j'ai permis en tout cas la publication de, je sais pas, 250, 300 livres sur le cheval. Alors des livres qui sont tout sauf des manuels d'équitation, parce que je n'ai jamais voulu me lancer dans ce secteur, que je laissais à des éditeurs spécialisés comme Belin, justement, ou Malouane, Vigo, Berger-Levrault, Lavozelle, et qui, eux, se sont spécialisés dans les manuels pratiques, les Gallo 1, les Gallo 5, les Gallo 7, etc., tous ces manuels fédéraux. Et tout ça, je n'y ai jamais touché. Moi, j'ai tenté d'aborder soit l'histoire, enfin, disons, tout ce qui relève davantage des sciences humaines, c'est-à-dire l'histoire, la littérature, les arts, et j'ai créé pour ça 3 collections. La première, la plus ancienne, a été accueillie par un éditeur suisse qui s'appelle Favre, et cette collection s'appelle Caracol. C'est une collection dans laquelle, je sais pas, j'ai publié peut-être une 50aine de volumes qui sont des petits livres au format de poche, dont j'essaie de maintenir un prix public entre 10 et 15 euros, qui est surtout réservé à publier ou à republier ou à rééditer des curiosités
des choses rares, des choses amusantes, des choses pittoresques, des choses curieuses, qui, naturellement, en relation avec le cheval. Et pour ceux que ça intéresse, je pourrais donner quelques détails si vous voulez me poser tout à l'heure quelques questions, mais je passe tout de suite à la deuxième collection que j'ai créée aux éditions du Rocher, avec une ambition, elle, carrément et clairement littéraire. C'est-à-dire que j'étais parti des résultats d'un sondage organisé à l'époque par les haras nationaux, à l'époque où les haras nationaux existaient encore, qui indiquait qu'un tiers des Français, un tiers, c'est une chose considérable, rêvait d'avoir une relation sous une forme ou sous une autre avec les chevaux. Il y avait soit c'était une espèce de nostalgie, soit un désir, soit un fantasme, mais que tout ce désir général était mal exprimé, mais il y a, enfin, du moins pas détaillé, mais régnait en France, dans l'un tiers de la population, une espèce de désir du cheval. Alors, pas nécessairement pour le monter, mais pour l'approcher, mais pour le posséder, mais des histoires de chevaux. Voilà. Et je me suis dit, au fond, ce lectorat potentiel, il faut lui donner quelque chose pour le satisfaire. Et ça a été l'idée qui a présidé à la naissance de cette collection aux éditions du Rocher qui s'appelle Cheval-Chevaux, pour bien montrer que ce n'est pas seulement le cheval, mais tous les chevaux et toutes les formes d'approche de toutes les races, de tous les types, de toute nature qui pouvaient trouver leur place dans cette collection, dans laquelle j'ai publié quelques romans, quelques rééditions aussi de chefs-d'œuvre, de livres qui, à mes yeux, étaient des chefs-d'œuvre, qui n'avaient pas eu à l'époque de leur première édition, qui n'avaient pas été suffisamment remarqués. Le cheval Tripoli de Quarantotti Gambini, un chef-d'œuvre de Chingiz Aitmatov, Adieu Gulsari, un autre livre que je considère comme un chef-d'œuvre de Virgile Georgiou, le fameux écrivain roumain qui s'appelle les Noirs Chevaux des Carpates. Donc des rééditions comme ça d'ouvrages qui est déjà paru mais passé un peu inaperçu. Et puis des auteurs, des ouvrages inédits. Cette collection n'est pas morte, puisque le 5 mai, c'est-à-dire avant-hier, est sorti un nouveau livre dans cette collection, qui est un roman écrit par Bertrand Pierre Gallet, qui est un monsieur qui occupe de très hautes fonctions au ministère de la Culture, mais qui est par ailleurs un cavalier passionné, un historien extrêmement savant, et qui a donné une forme romanesque à cette fameuse querelle entre Dore et Baucher. Il en a fait un récit de grande qualité littéraire, et dont le principal atout, à mes yeux en tout cas, est de donner une réalité, non pas la querelle elle-même, enfin encore que ce soit le sujet principal, mais c'est une querelle qui est déjà assez bien connue, mais était beaucoup moins connue, le décor, le contexte historique dans lequel elle s'est déroulée, pour bien expliquer que ce n'était pas seulement une querelle de techniciens ou une querelle de doctrine équestre, mais qu'il y avait derrière tout ça un contexte historique extrêmement riche. Ce livre est paru, là, il est en librairie depuis 2 ou 3 jours. Il s'appelle Le Duel des Centaures et il est publié dans la collection Cheval-Chevaux, donc des éditions du Rocher. Et puis enfin, la collection est plus récente, mais enfin qui a quand même bientôt 20 ans, c'est cette collection Arts équestres dont je vous parlais à l'instant,
dans laquelle vient de paraître le livre de Jean-Maurice Bonneau, et dans laquelle j'ai l'intention de publier, dès que je serai venu à bout de ce chantier pharaonique, un grand dictionnaire universel des femmes de cheval. Et dans l'auguste assemblée que vous représentez, j'ai déjà trois éminents contributeurs, dont l'ami Jean-Pierre Digard, que je resalue encore une fois ici. Et voilà, si cela intéresse l'une ou l'un d'entre vous, je pourrais lui envoyer par la poste un petit bouquin là que voilà, qui est la bibliographie intégrale de tout ce que j'ai pu publier dans ces trois collections: Caracol chez Fabre, Cheval-Chevaux au Rocher et Arts équestres chez Actes Sud. Et qui contient aussi, mais alors là, c'est moins intéressant, l'intégralité aussi de ma propre production. Voilà, je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. Oui, la bibliographie équestre, c'est bon, j'ai le mien d'exemplaires. Vous pouvez en envoyer aux autres. J'ai déjà le mien dans la bibliothèque derrière moi. Alors, merci beaucoup, Jean-Louis, pour cette présentation. Je suis sûre qu'il va y avoir quelques questions. N'hésitez pas soit à se manifester en ouvrant la caméra, soit à me montrer la main si vous avez des questions à poser à Jean-Louis. Eh bien, Jean-Pierre, si vous voulez commencer. Alors, il faut qu'on entende. Voilà. Oui, je voudrais dire que Jean-Louis est un éditeur très productif et un éditeur courageux, car j'ai plusieurs livres qui n'auraient jamais été publiés s'il n'avait pas pris le risque de les publier dans telle ou telle de ses collections. Et rien que pour ça, je voulais lui rendre hommage. Merci Jean-Pierre. Alors, est-ce qu'il y a une question? Alors, en fait, on a 4 contributeurs parce qu'Armelle, entre-temps, nous a rejoints. Je ne sais pas d'ailleurs si elle nous entend. Ouais. Alors, moi, j'avais quelques questions si personne d'autre veut attaquer. Non? Personne? Je me posais la question, en fait, comment est-ce que vous voyez ce déclin du marché du livre équestre, d'une part, ça c'était la première question. Qu'est-ce qui, à votre avis, comme éditeur, parce que justement il y a donc toute cette expérience de livres publiés, et donc pourquoi est-ce que vous pensez, à quoi est dû selon vous le déclin de ce marché? Est-ce que c'est la concurrence en fait du format digital? Est-ce que c'est un autre type de lectorat? Ou est-ce que c'est l'image du cheval qui, elle, aurait changé au niveau du public, c'est-à-dire en étant peut-être, je ne sais pas, quelque chose de plus désuet maintenant, puisqu'on est dans une période où justement le souvenir nostalgique est beaucoup plus loin. Et donc, est-ce que ce serait cette image un peu désuète du cheval et appelant à certaines représentations peut-être politiques ou aristocratiques qui finalement mettrait les gens à l'écart? Je me posais la question à vous entendre. Oui, enfin, je n'ai aucune base scientifique ou statistique sérieuse pour étayer ma réponse, mais je crois que ce secteur subit les mêmes phénomènes que tous les autres. Il y a un déclin général du papier en France et et pas seulement en France, et enfin dans tout le monde développé. C'est en effet l'invasion ou l'énorme succès du digital. Et puis le fait que aussi inondé, harcelé quotidiennement par une quantité extraordinaire de messages, d'informations, il reste effectivement, si on veut monter à cheval, il reste en effet assez peu de temps pour lire des livres. Donc, mais je
je crois pas que ce soit propre au secteur cheval. Je crois qu'il y a une... Et en même temps, j'hésite à proférer ce genre d'affirmation parce que je constate que par ailleurs, le marché général, le marché global du livre est assez stable, quoi. Alors, on l'a attribué, après qu'il ait connu une période de déclin, on a attribué sa résurrection, son réveil au fait que le Covid avait donné un petit peu beaucoup de temps aux gens pour lire. Après que les librairies aient été fermées comme n'étant pas des magasins de première nécessité, ils ont réouvert au deuxième confinement avec le succès que l'on sait, ce qui fait que le marché global du livre, le marché global de l'édition en France reste assez stable et même plutôt a connu même plutôt une embellie après le deuxième confinement, avec quelques caractéristiques quand même. Ce marché est principalement soutenu par la production romanesque. Ce qui marche en France, ce qui fait vivre le monde de l'édition, ce sont les romans. Et toutes les études prouvent que les consommateurs des romans, c'est des consommatrices. Donc, ce sont les femmes qui apparemment font vivre le secteur éditorial. Dans l'édition, il y a eu aussi la disparition quasi totale d'un secteur qui est le secteur qu'on appelle du beau livre, c'est-à-dire le livre d'étrenne, le livre de fin d'année, le bel album, le fameux tea table book, hein, le livre qu'on met sur la table de son salon ou dans la salle d'attente d'un dentiste, et qui a fait la fortune des éditions de La Martinière, par exemple, ce secteur-là est en déclin terrible, terrible. En revanche, le secteur de la bande dessinée est devenu, y compris les mangas d'ailleurs, est devenu un secteur qui pèse d'un poids important dans l'économie générale du livre. Alors, là où le déclin est beaucoup plus net, c'est dans le papier, dans la presse, là où effectivement, je crois que la concurrence du digital, des réseaux, des innombrables réseaux sociaux qui occupent une grande partie du temps libre, c'est fait au détriment, en effet, de la presse. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que les jeunes cavaliers et les jeunes cavalières, ne bénéficiant pas d'un enseignement autre que purement pratique, enseignement dans lequel l'histoire de l'équitation, des aspects, disons, culturels, civilisationnels du cheval sont complètement absents. Ne lisant plus les magazines qui, quand même, déversaient à dose homéopathique, mais quand même se préoccupaient de ces sujets-là, je pense à ce qu'avait fourni aux belles heures qu'avait fourni le magazine Plaisirs équestres, par exemple, dans son temps, ou même par la suite l'Éperon, qui publiait d'assez fréquents papiers de fond, papiers d'histoire, papiers d'analyse, interviews de gens savants. Tout ça n'existe plus, et donc je trouve qu'il y a une espèce de superficialité, de légèreté et autant la légèreté est une bonne chose quand on la pratique à cheval, autant elle est désolante dans l'approche de l'histoire et des connaissances hippologiques et équestres. Voilà. Donc, je suis un peu inquiet, je suis un peu désolé, je suis un peu affolé de voir à quel point les jeunes cavaliers et les jeunes cavalières, et puis aussi, il ne faut pas seulement faire porter la charge uniquement sur les jeunes cavaliers et les jeunes cavalières, mais y compris chez les professionnels.
dans le domaine des sports équestres, dans le domaine des courses, etc., je suis affolé de voir à quel point les praticiens, y compris de bon niveau ou même de très haut niveau, ne lisent rien. Rien. Et là, le succès du livre de Jean-Marie Bonneau est d'autant plus étonnant qu'en effet, il est principalement destiné à des gens qui pratiquent à un assez bon niveau le saut d'obstacle et qui sont des gens qui habituellement ne lisent rien. Et donc, je me réjouis d'autant plus de ce succès qu'il est suscité par un public qui généralement ne lit pas. Ouais, merci pour cette réponse. Alors, j'aurais certainement des choses à rebondir, mais je vois Carmel a levé la main aussi. Donc, je vais la laisser poser ses questions. Bonjour Jean-Louis, bonjour tout le monde. Je suis navrée, Bonjour. je suis arrivée un petit peu en retard, mais j'ai tout bien entendu quand même. C'était pour rebondir et continuer ce que vous dites sur l'évolution de l'édition en matière équestre comme en d'autres matières d'ailleurs. Effectivement, je suis d'accord avec vous, je suis ça de près aussi. Les choses changent, évoluent, etc. Il ne faut pas forcément se désespérer, je pense que c'est humain et c'est mouvant. Voilà. Vous évoquiez le numérique, alors c'est quelque chose que vous n'avez pas du tout intégré. Voilà, c'était une première réflexion, parce que moi, le colloque que je vais organiser là, dans 15 jours, on a décidé, enfin surtout moi, qu'on ferait des actes numériques. Moi, je n'ai même pas cherché, les autres voulaient, mais comme ils ne s'en sont pas occupés, d'éditeurs papier. Parce que pour une littérature vraiment scientifique et très pointue, je me dis qu'on aura davantage de lecteurs par ce voie-là. En fait, je pense le déposer d'ici un an, j'espère le faire vite, sur Halle. Et puis, comme on est en partenariat avec deux musées, le musée de la chasse et le musée national de la Renaissance. Le musée de la chasse a déjà fait ça. Ils ont un onglet, en fait, pour déposer des ressources. Et voilà. Donc, c'est aussi une autre manière de faire vivre des textes, à mon avis. Et puis, par rapport à ce que vous disiez sur les modes, sur les succès éditoriaux, etc., c'est vrai que les beaux livres sont en mauvaise posture. En revanche, la BD est en très bonne posture. Et il y a des choses d'ailleurs très chouettes. Et moi, je pensais encore à autre chose. Alors, c'est plus des livres et c'est plus de l'écrit, mais les podcasts auxquels je m'intéresse de près et dont je suis une grande consommatrice, ça peut être. Alors là, on n'est plus vraiment dans l'édition de texte et ça ne remplace pas, hein, mais ça peut être, à mon avis, un autre moyen de transmission, d'apprentissage, d'échange, etc. Donc voilà, je pense que les choses sont mouvantes. Moi, je ne suis pas du tout désespérée sur le fait que les livres imprimés, je ne crois pas qu'ils vont disparaître. Après, c'est sûr que le marché évolue, que les usages évoluent, etc. Et qu'il y a des usages parallèles, des modes parallèles, d'autres manières de vivre. Et il ne faut pas qu'on abandonne les livres papier, ça c'est sûr. Mais voilà, l'un n'empêche pas l'autre, à mon avis. Voilà. Non, mais vous avez raison. Et d'ailleurs, l'histoire, l'expérience prouve que les moyens de communication, il n'y en a pas un qui remplace l'autre. Le disque n'a pas remplacé, enfin, la radio n'a pas remplacé le livre, la télé n'a pas remplacé la radio, simplement, tous ces moyens s'accumulent, s'additionnent. Simplement, comme les journées n'ont que 24 heures, quand on exerce un métier, le temps qui reste pour se livrer à acquérir des connaissances, il faut choisir entre, en effet, les podcasts, les moyens digitaux, les innombrables réseaux sociaux, cette sollicitation attrayante, permanente, dont on est non pas victime, mais enfin dont on est bénéficiaire ou victime selon maintenant on le considère, font que il reste moins de temps pour lire, tout simplement. On ne peut pas à la fois exercer un métier, passer quelques heures devant la télé, écouter la radio, lire un quotidien, lire le dernier Goncourt, et puis voilà, donc je suis obligé de constater que ce sont les moyens visuels, audiovisuels, digitaux
qui maintenant, parce que c'est vrai que c'est plus confortable, c'est moins fatigant, ça sollicite moins des efforts intellectuels, ce sont eux qui dominent, quoi, et au détriment du livre, exception du livre savant, du livre exception faite, je répète, du livre de distraction, de divertissement, qui est la littérature romaine et les romans. Okay. Et s'agissant des livres savants, justement, est-ce qu'on peut s'arrêter, et peut-être d'autres auront un avis là-dessus, sur cette idée de publication numérique et de gratuité d'accès, parce que j'ai évoqué ça. Le problème étant, bien sûr, et je suis concernée comme nous tous, sur l'économie de ce genre de choses, puisqu'on passe vraiment dans un autre monde. Et du coup, quid de, quid de l'argent pour le fabriquer et le diffuser éventuellement, alors qu'on en récupère. Je ne suis pas compétent pour répondre. Non, vous pourriez avoir un avis. Est-ce que vous, dans les collections que vous dirigez, les éditeurs avec lesquels vous travaillez de longue date, etc., est-ce que voilà, vous envisagez des projets que en numérique? Est-ce que digitaux? Est-ce que vous faites... les 3 éditeurs avec lesquels je travaille proposent, moi c'est pas une réponse à la question, mais ils proposent tous simultanément à la mise à disposition de la version papier dans les librairies, ils proposent également une version numérique, mais qui est accessible et qu'on peut acheter comme ça en ça marche? Je ne sais pas. Je n'ai pas de résultats. Je n'ai pas de chiffres. Okay. Je ne sais pas. Merci. Alors, Jean-Pierre avait une question aussi, si vous voulez prendre la parole. Jean-Louis, est-ce que le déclin que tu viens de décrire du livre sur le sujet cheval est dans les mêmes proportions que le déclin de toute l'édition en général, ou est-ce qu'il est pire? Je repense toujours à... J'avais un oncle qui était un ancien officier de cavalerie et qui se plaisait à répéter que les cavaliers français sont les plus bêtes du monde. Ouais. Alors, les plus bêtes, je ne sais pas, mais je constate que ce sont peut-être les moins consommateurs de livres. Encore une fois, tu le sais aussi bien que moi, tous les gens qui pratiquent l'équitation à un bon niveau, comme d'ailleurs dans le domaine des courses, les grands entraîneurs, les grands propriétaires, les grands éleveurs, quand tu les approches, tu es consterné de voir à quel point ils ne lisent pas, ils n'ont rien lu, ils ne savent rien. Alors, tu me diras, les livres sont faits pour les gens qui ne savent pas pratiquer des ouvrages pratiques. Donc, comme eux, ils savent, ils sont peut-être dispensés d'avoir à en savoir davantage. Enfin, c'est une fausse excuse. Alors, mais simplement, je constate que le phénomène est plus grave en France que dans 2 pays sur lesquels on a des chiffres et des informations, qui est l'Allemagne et la Grande-Bretagne, où apparemment l'édition spécialisée est beaucoup plus prospère qu'en France. Mon oncle avait raison alors. Non, mais je ne sais pas si dans d'autres activités, le football, le tennis ou autre chose, je ne sais pas si on assiste au même phénomène. Mais encore une fois, comme le disait Armel tout à l'heure, le monde du livre n'est pas en perdition. Hein, au contraire, encore une fois, les chiffres généraux, globaux du secteur sont plutôt rassurants. Et tous ces nouveaux moyens de communication
ne se font pas au détriment des précédents, mais viennent en addition, en superposition, quoi. Mais je vois dans le secteur du livre, pour peut-être tenter de répondre mieux à ta question, il y a aussi un secteur qui est réjouissant et qui continue à prospérer, c'est le livre d'histoire. Les éditeurs spécialisés comme Perrin et quelques autres qui ne publient que, comme Talandier et quelques autres qui ne publient que des livres d'histoire, sont assez prospères. Donc, il y a encore un public en France, un public francophone en tout cas, qui s'intéresse passionnément pour l'histoire. Alors, il est vrai que c'est une discipline dans laquelle on ne peut pas se contenter de quelques clips ou de quelques émissions de télévision. Au contraire, ces clips et ces émissions de télévision donnent envie, au contraire, d'aller de lire quelque chose de plus approfondi. Et donc, au fond, ce sont des bons incitateurs, ce sont des bons dragueurs pour les ouvrages qui se trouvent en librairie. Mais pour comparer ce qui est comparable dans les autres activités sportives, je n'ai pas d'éléments de comparaison. Est-ce que je peux me permettre, parce que en fait, votre réflexion me fait naître aussi une réflexion qui est un peu double. Je me demande en fait si au final, est-ce qu'il n'y a pas une chose similaire dans les autres sports. C'est vrai que je vois mal. Alors, je ne connais pas particulièrement, par exemple, les joueurs de foot de notre équipe, de l'équipe française, etc. Mais je ne sais pas pourquoi je vois mal, par exemple, Kylian Mbappé connaître l'histoire du football ou avoir peut-être une culture qui soit extrêmement poussée sur tout le côté institution sportive, culturelle, etc. Donc, premièrement, je me demande s'il n'y a pas une connexion à faire entre la pratique finalement intense d'un sport et peut-être pas le désintérêt, mais justement une notion du temps différente pour lire, justement. En effet, est-ce qu'ils ont vraiment le temps de lire d'une part, et ensuite en pratiquant, est-ce que réellement ils ont l'intérêt pour voir forcément ce qui s'est passé après, parce qu'ils sont dans le moment présent. Donc ça c'est une première question que je me pose. Je pense que ça pourrait être très intéressant justement de comparer avec d'autres sports. Et l'autre question que je me pose, c'est finalement une adéquation de public. Parce que je vois quand on a fondé le réseau, par exemple, et qu'on a commencé à diffuser, on a eu énormément, et encore maintenant, on a énormément de mal à faire comprendre aux personnes qui nous suivent, par exemple, sur les réseaux sociaux, que le but et l'objectif du réseau n'est pas de répondre à des objectifs techniques. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de personnes qui vont vouloir nous donner des nouvelles sur les rênes fixes ou sur comment devenir un meilleur coach. Et on essaie de leur faire comprendre que, en fait, ce n'est pas forcément l'objectif de l'association que de s'intéresser à des questions techniques, puisqu'on aimerait considérer le cheval comme un objet culturel, en fait, comme un sujet de culture, historique, etc. Et parfois, on a un peu du mal, en tout cas chez les cavaliers, à faire comprendre cette distinction. Et donc, je me demande s'il n'y a pas aussi un problème, finalement, d'inadéquation, si finalement, ce ne sont pas les cavaliers qui sont le meilleur public pour les livres de cheval. C'est un petit peu une question que je me pose. Est-ce que ce ne serait pas finalement une erreur de penser que les cavaliers sont le meilleur public pour un livre qui parle de chevaux? Parce que peut-être que finalement, c'est autre chose qui va les intéresser. Et en fait, le succès du livre de Jean-Marie Bonneau, je me demande si c'est pas justement parce que beaucoup de gens l'ont connu et qu'il n'y a pas cet élément finalement qui n'est pas lié au cheval, mais qui est lié peut-être à l'humain, en fait. Donc ça, c'est voilà la roue de mon cerveau. Jean-Pierre, vous voulez intervenir? Oui, il se trouve que j'ai un excellent ami qui est Christian Bromberger, qui a beaucoup étudié, qui est ethnologue comme moi, qui a beaucoup étudié et publié sur le foot. Et je crois que c'est, d'après ce qu'ils m'ont dit, je crois que c'est une erreur de croire que les lecteurs sur le foot sont les footballeurs ou les lecteurs sur le cheval sont les cavaliers. Alors, la différence entre le cheval et le foot, c'est que le foot, c'est quand même un phénomène social, non seulement par les joueurs, mais par les supporters et par les mouvements qui se passent dans les stades et autour des stades. C'est vraiment un mouvement d'ampleur, un phénomène de société qui dépasse largement, me semble-t-il, l'objet cheval ou équitation. En tout cas, Diane, pardonnez-moi de
ne pas répondre à votre question, mais de faire une observation qui me semble un phénomène assez curieux, assez intéressant et plutôt réjouissant. Contrairement à ce qu'on pouvait craindre, l'énorme succès de ces 10 dernières années des mouvements animalistes a fait craindre à un certain moment que tout cela aurait de l'influence sur les pratiques équestres. Et cette crainte a été confortée par une baisse constatable dans les chiffres de fréquentation à un certain moment, il y a 2 ou 3 ans, des poney clubs, où, paraît-il, on entendait dans les cours de récréation des petits garçons et des petites filles qui reprochaient à leurs copains ou à leurs copines qui déclaraient qu'elles allaient passer le week-end dans un poney club, se faisaient engueuler en disant « Mais pourquoi tu vas embêter un cheval, il t'a rien fait, il t'a rien demandé, il faut leur la paix, etc. » Et donc, tout ce grand succès dans l'opinion des mouvements animalistes, ou comme le disait très justement Jean-Pierre Descartes, animalitaires, tous ces propos sur le bien-être animal, on a même parlé du bonheur du cheval, donc la recherche du bonheur chez les hommes ayant échoué, on cherche à le trouver chez l'animal. J'ai cru à un moment, et en effet, les chiffres, les faits, malheureusement, renforçaient mon pessimisme. J'ai cru qu'il y aurait un déclin dans la fréquentation. Or, ce n'est pas le cas. On voit que les adhésions à la fédération ont repris une courbe ascendante. Et j'ai l'impression, et je m'en réjouis d'ailleurs, que le cheval commence à échapper à cette espèce d'apitoiement général. Je crois qu'on commence à comprendre qu'on ne peut pas mettre le cheval dans ni la catégorie des animaux de rente, parce qu'on ne peut pas comparer une vache, un cochon et un cheval, ni non plus dans les animaux de compagnie, parce qu'on ne peut pas comparer un cheval non plus au chien, ou au chat ou au poisson rouge. Et donc, il me semble que le cheval est sorti un petit peu, petit à petit, peut-être pas complètement et peut-être pas définitivement, mais est sorti de cette espèce de mouvement qui pouvait laisser craindre tout d'un coup un désamour pour le cheval. Et je ne vois pas il n'y a aucun indicateur qui montre qu'on pratique de moins en moins l'équitation. Je crois que c'est le contraire. Je crois qu'on pratique de plus en plus l'équitation, soit d'une manière officielle, légal, en ayant adhéré, en ayant pris sa comment est-ce qu'on appelle cette sa licence. Merci. À la fédération, soit par la possession d'un cheval, ce que Jean-Pierre Descartes appelait un cheval potager, c'est-à-dire ces animaux qui sont dans un pré tout simplement pour améliorer le décor du paysage. Ce phénomène-là n'est pas du tout en déclin, ce qui me réjouit. Et me laisse espérer que voilà, tout ça, ce sont des lecteurs potentiels. Merci. Mais à part ça, c'est vrai, j'en reviens à cette étude qui avait été faite par les haras nationaux il y a 20 ans, qui indique qu'un tiers des Français
pense cheval, rêve cheval, espère cheval. Enfin, on aimerait en savoir plus, ou l'approcher, ou le posséder, ou le monter. Enfin, on ne sait pas bien. Mais en tout cas, le cheval bénéficie d'une espèce de code d'amour, de code de sympathie, de code de fantasme tout à fait exceptionnel. Et ce phénomène explique en partie le succès, par exemple, d'un spectacle comme les spectacles, de tous les spectacles, comme ceux que donne Barthabas à Aubervilliers. On voit bien que les gens qui viennent à son spectacle, qui sont des centaines de milliers, ce ne sont pas que des cavaliers, ce ne sont pas que des gens de cheval. Il y a énormément, l'essentiel du public sont des gens tout simplement qui rêvent de chevaux, parce que les chevaux leur rappellent l'enfance ou leur donnent envie de galoper. Voilà, donc le cheval a conservé presque intact son pouvoir de séduction. Il n'empêche, si je peux me permettre, il n'empêche que les hippodromes se vident et qu'il n'y a plus aucune retransmission de concours hippiques comme il y avait il y a quelques années à la télévision, par exemple. Oui. Oui, mais est-ce que c'est l'intérêt pour l'animal ou est-ce que c'est juste la pratique qu'on avait avec lui qui a changé? C'est vrai, alors je voudrais qu'on tape pas à finir parce que pauvre Johan, dont l'animal principal est le loup et pas le cheval au départ, et donc il doit trouver que ça parle beaucoup de cheval pour lui aujourd'hui, même s'il va lier les deux. Mais est-ce que c'est pas la Honnêtement, pratique? moi, ça m'intéresse beaucoup. Hein. Bah, tant mieux, Johan, merci beaucoup. Mais donc, non, est-ce que c'est pas la pratique en fait de l'animal parce que je vois par exemple, c'est pas seulement les spectacles de Barthabas dont parlait Jean-Louis qui ont beaucoup augmenté leur public, mais aussi je vois le succès des agences de voyage à cheval, par exemple. Et donc là, en plus, mes parents aiment me fortifier mes lectures m'ont amené un exemplaire du Figaro Magazine. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça s'intitule Les Cavaliers du Vent. Exactement. Vous l'avez déjà lu. Bon, voilà, je suis entourée de lecteurs éclairés. Et donc, le Figaro Magazine, qui est quand même un journal très grand public, on pourrait dire, parce que c'est pas spécialisé du tout cheval, fait quand même beaucoup de pages. Donc, on est à presque une dizaine de pages sur un sujet sur les chevaux au Pakistan, parce que je pense qu'il y a tout cet imaginaire du cheval rapide comme le vent, il y a tout cet imaginaire de l'évasion, de la liberté que permet le cheval. Moi, je me rappelle de la phrase de Jean-Louis à mon égard qui me disait vous avez mis 30 ans pour vous rendre compte que le cheval servait aussi à voyager. Bah oui, moi j'étais un peu plus tardive. Je pense que le reste des Français s'en est rendu compte un peu plus tôt. Est-ce qu'on a d'autres réactions, d'autres questions? Est-ce qu'on peut donner la main à Johan Vornière? Alors, qui ne dit mot consent. Donc, je vous remercie beaucoup pour cet échange passionnant et puis cet aspect de l'édition. C'est vrai qu'on a tendance, pourtant, on lit des livres sur les chevaux, mais on ne se préoccupe pas forcément beaucoup de cet aspect-là. Et je pense que ça ouvrait un angle et une perspective très riche et très différente de ce qu'on pouvait entendre d'habitude. Et pour ça, merci beaucoup. Alors, Johan, donc dans l'animal principal est le loup, puisque je crois que c'est ce qui a beaucoup occupé les dernières années. Alors, merci encore, hein, Jean-Pierre, pour votre présence et à très vite. Alors, donc, Johan s'est beaucoup consacré au loup, mais aujourd'hui, il voulait justement lier un petit peu ce que vous aviez trouvé dans vos archives, je crois, entre la louveterie et le cheval. Et donc, je vais vous laisser la parole pour que vous nous présentiez cela. Merci beaucoup. Donc, je me présente, Johan Vornière, je suis doctorant avec monsieur Jean-Marc Morisseau et j'ai été... disons, j'ai eu quelques soucis récemment, des soucis personnels qui ont entraîné que j'ai commencé ma thèse normalement en septembre, mais je n'ai pu y bosser que 3 mois. Tout est pour tout, j'ai eu des gros soucis. Et j'ai Bleuhen qui m'a invité à venir parmi vous pour vous parler du cheval et du loup. Donc, hélas, je ne pourrais pas beaucoup me centrer sur la louveterie parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps à y consacrer. Donc, je vais parler aussi du cheval comme victime du loup et après un tout petit peu sur le cheval et la louveterie. Donc, voilà. Donc, après un Master 2, recherche intitulée La dernière battue, l'éradication des loups en France, donc des années 1870 aux années 1930, j'ai traité des dernières années du canidé sauvage sur le sol français. Donc, en fait,
j'ai fait une petite pause quand même d'1 an et demi avant de me dire, bon, tiens, je vais me lancer dans un doctorat. Et il y a quelque chose qui m'a gêné dedans. Je vais vous expliquer. Donc, c'est en parcourant les débats parlementaires autour de l'élaboration de la loi du 3 août 1882, qui a encouragé toute la population à mener la traque du loup pour nous en débarrasser complètement des campagnes, qu'un élément m'avait intrigué, c'est qu'un groupe d'individus semblait très absent, en apparence seulement, de la réussite nationale qui a été l'éradication du loup dans les années 1930. Donc, c'est une institution qui a fêté récemment son 1200e anniversaire, donc c'était récemment, c'était en 2013. C'est la louveterie. Donc, pendant la recherche de master, il a été de très nombreuses fois question du maintien ou non de cette institution, qui pourtant était spécialisée dans ce type de chasse, donc la chasse au loup. Mais elle était plutôt jugée inefficace par ses détracteurs, et même d'autres qui avaient un avis plus objectif. Donc, mon objectif de mon travail de thèse, donc, globalement, c'est vraiment les lieutenants de louveterie. Je vais étudier l'évolution de ce corps spécialisé de la Révolution, un petit peu avant, 1787, au moment où, en fait, elle avait été supprimée par Louis XVI, jusqu'en 1945, donc à partir de la libération, parce qu'il y avait quelques chasseurs qui ont eu le droit de garder leur permis de chasse. Donc, je ne suis pas encore du tout dans ces années-là, donc dans ma recherche. Voilà, je m'en excuse, je ne vais pas pouvoir traiter de ce sujet-là. Donc, pour l'instant, pour mon sujet de thèse, pour l'instant, j'ai que 5 parties qui sont envisagées. Donc, c'est encore en élaboration. Franchement, je tâtonne pour l'instant. La première partie présentera le corps des louvetiers, leur recrutement, les conditions d'exercice et leur mission. La deuxième partie se penchera sur les aspects juridiques entourant l'institution, notamment l'évolution de la réglementation concernant les lieutenants de louveterie, la législation. Après, je parlerai de la sociologie de ces membres, donc savoir quelle catégorie sociale ils appartiennent, qui du coup passe de la noblesse au début du 19e, et ça commence à changer dans la mi-19e siècle à peu près. On commence à voir quelques personnes qui ont réussi à se tirer parti de leur richesse pour pouvoir incorporer l'institution. En avant-dernière partie, je vais traiter de l'état d'esprit de cette institution, leur rôle symbolique et effectif, parce que le rôle symbolique, ils tiennent la place d'experts en cinégétique, mais en même temps, ils sont plus ou moins acceptés. Voilà. Et enfin, je vais traiter de l'aspect vraiment cinégétique, c'est-à-dire les compétences techniques, les battues et les codes. L'examen des carnets de chasse aussi, parce qu'évidemment, ils ne chassent pas que du loup. Alors, il y a plusieurs questions qui sont posées au sujet de cette thèse. C'est: peut-on évaluer la réelle efficacité de cette institution? Pourquoi un tel attachement des anciennes élites à cette charge, qui n'est pas rémunérée, très coûteuse, qui leur appartenait sous l'Ancien Régime et qu'ils ont quand même voulu garder pour eux, une sorte d'identité? Que faisaient ces lieutenants de louveterie de leurs prises et de leurs primes? Parce que les prises de loup, on imagine évidemment qu'ils les empaillaient, tout ça, mais les primes, ils n'y touchaient pas. En général, ils ne les touchaient pas, ils les donnaient à leurs piqueux ou à d'autres personnes qui ont participé à la chasse. Alors, et aussi, une autre question, c'est comment elle a réussi à s'adapter à l'évolution, parce que mine de rien, le 19e siècle a été très perturbé politiquement, donc on a eu des révolutions. La révolution, l'institution, il y avait les différentes républiques, le Premier Empire, Second Empire, voilà, et puis elle a traversé aussi pas mal de conflits. Donc, beaucoup de questions pour cette thèse. Alors, on va se dire, mais il n'a pas encore parlé de cheval. Donc, alors, je suis vraiment au tout début de mon travail de thèse, donc je n'ai pas beaucoup d'éléments à vous donner, encore concernant les chevaux avec mes lieutenants de louveterie. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à dire. Donc voilà, parce qu'en même temps de mon activité d'assistant d'éducation au lycée Lebrun à Coutances, je leur dis coucou si jamais ils voient cette vidéo, je suis aussi ingénieur d'études à l'université de Caen. Donc, je travaille sur le site Hommes et Loups. Et en fait, on a mis en place des bases de données pour surtout les généalogistes et les passionnés sur les victimes du loup, qui soient les loups prédateurs et enragés, donc les victimes humaines, j'entends. Mais dans nos recherches, en fait, on est tombé de multiples fois sur des mentions des chevaux qui ont été attaqués, mais plutôt des loups enragés. Non, pas dans nos victimes de prédateurs, on ne parle jamais de cheval. Donc, la première partie de mon intervention va être centrée sur le cheval, proie et victime du loup. Donc, loin derrière les ovins, évidemment, dans ce triste domaine, les chevaux peuvent être occasionnellement au menu de ces carnivores.
L'entreprise est très risquée pour les prédateurs, évidemment, parce qu'ils ne peuvent pas vraiment s'y attaquer en un contre un. Ils sont obligés d'y être à plusieurs et s'y attaquent qu'aux proies vulnérables, en fait, les juments ou les poulains. Je vais vous donner quelques exemples. Donc évidemment, ça s'appartient pas à ma thèse, c'est plutôt dans notre recherche globale de l'équipe loup, on va dire, du pôle rural de l'université de Caen. Donc par exemple, dans le Nivernais en 1770, il y a un gentilhomme qui rédige un mémoire sur la destruction des loups et il dénonce les pertes qu'il essuie chaque année à cause du loup sur ses chevaux, quoi. Il a perdu, par exemple, enfin, c'est pas lui qui a perdu, ce sont ses voisins, si je me trompe pas. Oui, il a perdu 23 poulains. C'est quand même beaucoup. Bon, pas en une fois, évidemment. Donc, 20 ans plus tard, en Haute-Garonne, là, je regarde, là, oui, une jument est égorgée par un gros loup dans le diocèse de Comminges, le 4 novembre. C'était 3 habitants de la commune de Valentine qui ont réclamé une prime pour avoir débarrassé les campagnes de cet animal-là. En 1787, alors là, c'est un spectacle un peu horrible. C'est dans la commune d'Argenton-sur-Creuse, dans l'Indre. Il y a une jument qui a été attaquée et éventrée par 3 loups. La pauvre bête, elle est morte quelques instants après avec, on va dire, ses intestins à l'air. Elle a réussi à rentrer dans la cour de la ferme, mais elle a dû être abattue, évidemment. Donc, les ruraux ne restaient pas passifs, évidemment. Certaines attaques justifient des battues. Par exemple, le 17 prairial en 5, donc le 5 juin 1797, une battue est mise en place sur la foi de la mort de plusieurs dizaines de poulains et aussi d'enfants qui ont été attaqués. Donc, cette décision a été prise par l'administration du canton de Brélès dans le Finistère. C'était dans le bois, alors je ne vais pas écorcher le nom parce que bon, c'est un nom breton, Kergroadez, dans le nord-est de Brest. Donc voilà, c'est une battue pour les loups. Ensuite, que je ne me trompe pas dans mes notes, dans les archives du Haut-Rhin, on retrouve à la date du premier fleurial en 10, donc c'était le 20 avril 1802, le maire de Colmar, qui endosse le rôle de porte-parole pour ses confrères devant le préfet, qui demande des battues aux loups qui ont dévoré des poulains dans plusieurs communes environnantes. Donc ça, c'est vraiment pour les loups prédateurs. Donc voilà, mais le paroxysme de l'horreur, on va dire, c'est plutôt avec les loups enragés. Jusqu'à la fin du 19e siècle, un loup hydrophobe constitue une véritable calamité à l'échelle locale, que ce soit pour les hommes ou pour les animaux domestiques. Vraiment, même les animaux sauvages en soi. Mais là, on n'a pas de données. Donc on était tous égaux devant un loup enragé. Je vais vous donner quelques exemples, juste pour vous faire une idée quand même. En 1717, dans un nota de curé rédigé le 25 juillet, il est écrit qu'à 1h de l'après-midi, dans la commune de Bessières, oui c'est ça, en Haute-Garonne, il y a un loup qui a mordu 3 personnes et ils sont morts tous les 3. Et cet animal s'attaqua aussi à plusieurs animaux, 2 mulets, 4 vaches et un cheval. Donc forcément, ce cheval et les autres animaux ont été abattus pour des raisons sanitaires. On voit encore 2 ans plus tard, en 1719, à Lucarne, un loup enragé qui s'attaque au cavalier et à sa monture. Donc par contre, le cavalier a réussi à s'en sortir, je crois qu'il est décédé de la rage, mais son cheval, il n'a pas survécu, il a été dépecé, quoi, littéralement. Donc, en dehors de la contamination, ce qu'il fallait éviter à tout prix, évidemment, le problème pour les habitants des campagnes, c'est l'attaque des animaux. Il fallait forcément, pour des raisons commerciales et sanitaires, tous les abattre. Voilà, la moindre suspicion. Voilà, c'est ce genre de problème qui pouvait entraîner la hantise du loup sur nos campagnes. Après, il faut relativiser, ce n'est pas non plus une généralité. Il y en a pas eu. Par l'échelle locale, forcément, c'est très dramatique, mais c'est très localisé, c'est très sporadique à l'échelle du temps, quoi. Donc, comment vous dire ça? Donc là, c'est vraiment, on va dire, pour l'animal en lui-même. Après, le cheval, on sait tous qu'il est utilisé comme animal de trait. Donc, dans l'industrie, ça peut aussi poser problème. Donc, les transports étaient très impactés parce qu'on utilisait la force animale, mulets et chevaux, et peut-être les bœufs aussi, évidemment. Donc, la présence d'un loup qui rôdait aux alentours des industries, ça faisait peser une vraie menace. Bon, une menace occasionnelle, mais bon, ça entraîne un coût.
Donc, par exemple, dans une forge en Mayenne, au début du 19e siècle, donc en 1803, il y a trois frères qui dirigent une forge. Ils sont entourés de bois entre Laval et Vitré. Et ils demandent au préfet d'Ille-et-Vilaine d'accentuer la chasse au loup parce qu'ils ont 300 chevaux et il ne se passe pas un mois sans qu'ils essuient quelques pertes, quoi. En 1815, ils déplorent encore la mort de 4 chevaux appartenant à un voiturier des forges. Bon, c'est mine de rien, c'est quand même un souci parce que bon, le cheval, forcément, il a un coût et si on n'a pas la force pour, on va dire la force de l'animal pour tracter les marchandises, et ben forcément, c'est aussi une perte de gain à l'échelle de l'entreprise. Donc, mis à part les enfermer la nuit dans les écuries, bah, il n'est pas vraiment possible de limiter les risques de prédation, quoi. Le seul moyen efficace, c'est la chasse. Donc, le loup est un animal de chasse par excellence pour les grands veneurs, qui le décrivent comme un animal exceptionnel, mettant à rude épreuve les capacités synergétiques de tous ceux qui se lancent à leur poursuite. Un vrai sport. Mais le chasseur ne peut pas y arriver tout seul. Donc voilà, c'est pour ça que je vais attaquer ma deuxième partie. J'adore le titre, c'est De chasser, il devient le chasseur. Donc le cheval et la louveterie. Alors, on va changer maintenant le statut de victime, on va passer à celui de chasseur. Pour être plus exact, on va parler plutôt de l'utilisation du cheval dans la chasse. En effet, je pense que ça échappe à personne, le cheval a été utilisé depuis des temps immémoriaux par l'homme pour la chasse. Donc je vais vous parler de deux styles de chasse. Enfin, pour la louveterie, c'est plutôt les battues. Après, il y a quand même les chasses à court. Donc, la chasse à court, elle s'effectue avec des chiens courants, qui consiste à poursuivre un animal de chasse jusqu'à son épuisement total. Les chasseurs lui préfèrent le nom de vénerie. Donc, et au terme de chasseur, ils préfèrent celui de veneur, du latin venator, qui signifie chasseur. Donc, la grande vénérie se pratique à cheval. Et du coup, ça concerne plutôt la traque du grand gibier comme le cerf, le chevreuil et le sanglier. Tandis que la petite vénerie s'exerce plutôt à pied et ça concerne le petit gibier, plutôt le lièvre, le renard. En matière de louveterie, donc, et de destruction des animaux nuisibles, cette chasse se distingue des battues. La première, donc la chasse s'effectue plutôt c'est plutôt les chiens qui sont acteurs, que là, pour la battue, c'est plutôt les traqueurs. Donc, on a des gens qui font du bruit, on a aussi les gens qui sont équipés d'armes à feu pour abattre aussi. Évidemment, il y a quand même l'utilisation des chiens. Ces battues sont ordonnées par le préfet et qui sont après surveillés, enfin dirigés plutôt, ceux qui dirigent la chasse, ce sont les lieutenants de louveterie. Et qui sont aussi, et au-dessus des lieutenants de louveterie, il y a les conservateurs des eaux et forêts qui gardent un œil aussi sur qu'il n'y ait pas d'abus de la part des lieutenants de louveterie. Donc, on y traque les animaux nuisibles. Donc, en général, c'est plutôt donc, le loup, évidemment, pour ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire plutôt la menace sur les activités humaines et le risque de prédation sur l'homme, parce que ça existe. Et pour limiter, pour limiter les dégâts sur l'économie, quoi. Parce que même encore au 19e siècle, il y a des attaques de loups sur l'homme. Et le sanglier, pour la menace qu'il exerce sur l'agriculture et les dégâts qu'il occasionne. Donc le cheval peut être considéré, à juste titre, comme un membre d'équipage des chasseurs pour la traque des loups et du sanglier aussi. Malheureusement, dans mes archives, on va dire dans les archives qui ont été collectées par l'équipe du pôle rural, donc les archives nationales et départementales, à ce stade de la recherche, le cheval est quasi inexistant. Pour l'instant, j'entends. Donc, je vais vous donner quelques exemples, moi, de ce que j'ai pu récolter dans mes données. Donc, je prends par exemple un lieutenant de louveterie, le marquis de Chambray. Donc, c'est un lieutenant de louveterie qui exerce sa fonction dans l'arrondissement d'Évreux, donc dans l'Eure, en Normandie. Là, pour la saison 1877 à 1878, excusez-moi. Alors, il dispose d'un équipage d'un piqueur, de 2 valets de chiens, 35 chiens et de 4 chevaux, avec lesquels il a tué, en comptant les animaux qui étaient, en comptant les, comment dire ça, en fait, il y avait les femelles qui avaient aussi des petits à l'intérieur. Il a en tout tué 61 sangliers. Donc ça, on peut retrouver ça aux archives
départementale dans la cote 4M 166, si jamais vous êtes curieux et que vous allez y jeter un œil. Toujours dans l'Eure et toujours avec le même dépôt d'archives, on y trouve le courrier de Nicolas Giverville, propriétaire et résident de la commune de Bouleville, donc dans l'arrondissement de Pont-Audemer, où il expose au préfet du département son souhait de devenir son souhait d'obtenir une commission de louvetier adjoint. Donc, ce n'est pas lieutenant de louveterie, mais être presque un assistant, quoi. Mais vu que c'est un statut un peu particulier. Et son équipage, donc, il doit présenter le fait qu'il a les moyens d'être louvetier. Donc, il montre qu'il a un équipage de 2 chevaux et de 6 chiens. Par contre, il ne parle pas du tout de piqueux. Les piqueux, on va dire, c'est les gens qui gèrent un peu les chiens dans la chasse à courre ou même dans les battues avec les louvetiers. Vient ensuite le citoyen Décaté, qui offre ses services comme chasseur de loups en l'an 6 de la République. On apprend dans divers échanges, notamment dans des demandes de financement, qu'il dispose dans son équipage de 4 chevaux et de 30 chiens. Donc c'est déjà un équipage déjà plus important. Donc, outre les demandes de poudre et d'autorisation d'armer des gens de chasse, parce qu'en l'an 6 de la République, on était un peu inquiet qu'il y ait quelques rébellions locales contre la République en place, et on se méfiait des lieutenants, des anciens louvetiers, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait plus de louvetiers. On se méfiait qu'ils n'essayent pas de renverser la République pour réinstaurer une monarchie. Donc, ils souhaitaient l'autorisation de pouvoir armer des gens de chasse. Il souhaitait une aide financière aussi pour entretenir ses chevaux et ses chiens, parce que malheureusement, cet homme-là a eu des soucis financiers importants parce que ses sources de revenus, ses champs, tout ça, ont été, on va dire, rasés à cause des intempéries, de la grêle, entre autres. Alors, ensuite, je change de région, je vais en Bretagne. Les archives nationales m'emmènent dans le Finistère. Et un nommé Touzé-la-Sentière, lui aussi, offre ses services en tant que chasseur de loups, pas encore louvetier, parce que le statut des lieutenants de louveterie n'a pas été réinstauré avant vaguement 1804, il me semble. Donc les louvetiers n'exercent plus leur activité. Et par contre, la recrudescence des attaques de loups dans la région et leur multiplication dans les campagnes, en fait, poussent les départements à rechercher les talents des chasseurs. Et donc, cette personne-là, à travers divers courriers, on apprend qu'il dispose de 3 chevaux qui lui coûtent quand même 900 livres par an en nourriture. C'est pas rien, sachant qu'un cheval, c'est grosso modo, ça coûte à peu près 1500 francs de l'époque. Après, je manque encore de données, hein. Je suis vraiment dedans. Je recherche pour vous. Il possède aussi 18 chiens et un piqueux dans son équipage. Voilà. Donc ça, c'est vraiment dans mes archives. Après, maintenant, je vais vous parler plutôt de ce que j'ai pu retrouver disons sur Internet, les ouvrages anciens qu'on peut retrouver sur Gallica. Donc, j'ai réussi à en trouver 3 qui étaient intéressants, parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps à y consacrer dernièrement. Donc, je vais vous citer ces 3 ouvrages-là. Alors, il y a Le Parfait chasseur, traité général de toutes les chasses, par Auguste Desgraviers. Donc, c'est un ouvrage qui a été publié en 1810. Ensuite, De la condition des chevaux de chasse en France, par le comte Lecouteux. Alors, lui, ce comte-là est aussi lieutenant de louveterie. Donc, j'ai été surpris, mais du coup, c'est très intéressant de voir parce que cette personne-là insiste vraiment sur la préparation du cheval de chasse. Je vais vous en parler. Enfin, je ne pourrais pas beaucoup vous en parler parce que c'est assez technique et je manque de recul. Il faudrait que je compare ça avec encore d'autres livres que j'ai trouvés et aussi comparer avec des professionnels actuels, en fait, même voir des vétérinaires pour voir si ce qu'ils proposent était bon ou pas pour les chevaux. Et enfin, un dernier ouvrage que j'ai eu le temps de lire, c'est Le cheval de chasse en France de Paul Géruzez, qui a été publié en 1898. Donc, je vais vraiment, et c'est vraiment très sommaire ce que j'ai pu retirer, parce que, comme je viens de le dire, je manque de recul. Donc, par rapport à la sélection des chevaux, les espèces de chevaux le plus souvent choisis sont pour la chasse à courre et même la chasse au loup. On voit le cheval anglais. Alors, après, vous me direz vous-même, hein, parce que moi, après, je me fie à ce que j'ai lu et je demande votre expertise aussi. Donc, le cheval anglais qui surpasse toutes les autres races en termes de vitesse et d'endurance. Ensuite, il y a le cheval du Limousin
qui est assez proche du cheval anglais, mais qui le surpasserait un peu en souplesse, mais il faudrait attendre qu'il ait entre 7 et 8 ans, apparemment, pour en faire un bon usage. Sinon, il ne supporterait pas la charge de travail. Et enfin, le cheval normand, il est bon et solide coureur. Il est moins rapide, mais plus robuste que celui du Limousin, apparemment. Il convient plutôt aux piqueux qui doivent avoir un cheval assez endurant pour suivre les chiens, qui du coup courent après le loup. Donc un autre élément qui est très mis en valeur par l'ouvrage du comte Le Couteux et de Paul Géruzès, c'est la condition. Alors, je pense que vous devez peut-être sûrement savoir ce que c'est. Alors, je vais vous citer la définition qu'il y a dans l'ouvrage de Monsieur Le Couteux. C'est donc, la condition, son état rendu tel par une préparation judicieuse et qu'il puisse supporter de grands efforts et un travail dur et prolongé sans en souffrir. Par la perte de la graisse inutile, le travail gradué des poumons, l'exercice contenu des muscles, la nourriture appropriée et une hygiène intelligente, l'animal doit arriver à pouvoir donner toutes ses forces et déployer toute sa puissance, sans que l'équilibre soit rompu et qu'une partie quelconque de lui-même souffre plus qu'une autre. Voilà. Et c'est vrai que quand j'ai lu les livres, c'est vraiment une préparation d'athlète de haut niveau. C'est déjà, quand on choisit le cheval, par contre, pour ces deux auteurs-là, peu importe la race. Il faut juste un cheval qui n'est pas trop vieux, qui peut encore quand même donner des services intéressants pour un chasseur. Il faut examiner le poids de l'animal, ses tensions, examiner les sabots, et ils prennent énormément de temps à consacrer à la préparation par saison en fait. L'été, c'est vraiment on va dire l'échauffement. Ils font graduellement, ils augmentent le temps du trot. Après le petit galop, le grand galop. Et ensuite, en automne, quand arrive la perte du poil du cheval, ils essayent de faire. Ils présentent plusieurs techniques pour essayer d'accélérer la perte du poil, pour le mettre encore mieux en condition. On accélère encore, on change son régime alimentaire. Et après vient la saison de la chasse qui arrive en hiver, où le cheval est très mis à contribution dans les chasses. Donc il y a un temps, après ça dépend combien ils ont de chevaux, mais s'ils ont 2 chevaux, et il y a le système de relais qui est mis en place. Après, il y a différents systèmes de relais. On utilise le cheval une journée, et l'autre fois, on en utilise un autre, ou on met en place, en fait, pendant la chasse, il y a un cheval, il est mis en pause à tel endroit, on en récupère un autre et on poursuit la chasse. Voilà, par contre, c'est très intéressant, mais il manque encore des données. Ce qui serait intéressant, c'est de voir justement sur une carte avec les forêts, parce que ça existe déjà. J'en ai déjà discuté avec Elisabeth Ridel, qui est à l'université de Caen, des points stratégiques où on place le cheval. Il y a un piqueux qui attend et qui garde le cheval de relais pour qu'on puisse après poursuivre la chasse, donc que ce soit pour le grand gibier ou pour le loup. Voilà donc tout ce que j'ai pu tirer de mes ouvrages. Ensuite, dans mes différentes lectures, au niveau de la législation au sujet du cheval, je n'ai pas encore grand-chose. La seule mention que j'ai, ça concerne le harnachement du cheval, donc, qui est contenu dans l'ordonnance du 20 août 1814, portant règlement sur l'organisation de la louveterie. Donc, c'est l'article 23, donc je vais vous le lire. Alors, c'est vraiment pour on va dire le harnachement du cheval. C'est bride à la française avec bossette sur laquelle sera un loup, pour les lieutenants de louveterie, bridon de cuir noir, selle à la française en volac, je ne sais pas ce que c'est que le volac encore, je n'ai pas regardé, ou en velours cramoisi, housse cramoisi est garni en galon or et argent, croupière noire unie et la boucle plaquée, étrier noir verni, martingale noire unie et sangle à la française. Donc, il faudrait que j'arrive, quand j'aurai l'image de ces éléments-là, je suppose que dans les musées de chasse, il doit y avoir tout ce qu'il faut pour combler mon bonheur. Donc voilà, je suis désolé, du coup, je n'ai que ça à vous offrir pour l'instant, parce que c'est vraiment que très récemment que j'ai pu me mettre à l'étude du cheval et de la louveterie, à proprement parler, du manque encore d'informations dans les archives. Pour l'instant, j'ai vraiment rien, à part une mention de dire j'ai 2, 3, un cheval, rien. C'est assez triste pour l'instant, donc j'espère que... j'ai fait que 3 départements, j'espère que ça va s'étoffer au fur et à mesure, et je pense que
que je vais pouvoir bien augmenter les informations que j'aurai à vous fournir peut-être une prochaine fois, je le souhaite. Donc, pour conclure, comme vous avez pu vous en rendre compte, il reste beaucoup de travail à faire sur ce sujet. Donc, apporter une analyse détaillée sur la préparation de la condition des chevaux. Donc, je voudrais comparer avec différents auteurs, voir si des ouvrages plus généralistes, parce que là, c'est vrai que c'était plutôt centré sur des spécialistes. Après, il y a peut-être d'autres livres qui pourraient parler de la préparation des chevaux. Et je voudrais comparer ça aussi avec le dressage actuel et voir aussi avec des vétérinaires. Pour voir, par exemple, j'ai pu lire qu'on donnait aux chevaux, alors c'est avec le comte Le Couteux, ils donnaient de l'eau ferrée. Alors, pour qui, pourquoi, je ne sais pas exactement. Donc c'est pour ça qu'il faudrait que je demande si on a des informations à ce sujet. Donc il faut que je continue la prospection dans les archives. Donc les archives, donc toujours celles que j'ai à ma disposition, mais aussi les archives privées, parce que je pense que, enfin, j'espère en tout cas, que certains louvetiers, dans leurs archives personnelles, ont pu faire 2-3 notes sur leurs chevaux, préparation, tout ça, et voir si ça diffère avec des ouvrages qui ont été vendus. Ça serait vraiment très intéressant. Et voilà, je suis désolé, c'est assez court. Il faut pas que vous vous Mais ça reste très excusiez. Merci sommaire. beaucoup, Joanne, parce que C'est moi, j'ai très déjà pas sommaire. mal de questions avec 20 minutes d'intervention. Donc, heureusement que vous n'en avez pas fait plus, parce qu'il y en aurait beaucoup plus des questions, je pense. Alors, J'imagine. Bah, c'est ça en fait le problème, c'est que moi je me pose moi-même plus de questions qu'autre chose à ce stade de ma recherche en fait. C'est assez, comme je le dis, j'ai eu de gros soucis de santé et en fait le cheval et la louveterie, j'ai pu y mettre 3 semaines de travail dessus. C'est très court, mais c'est une vraie question. Par contre, ah c'est oui, très intéressant de voir tout ce qui est mis en place, vraiment. Et puis le dressage du cheval, là, de le peu que j'ai lu, mais c'est intense, c'est très pointu, honnêtement. C'est vraiment très intéressant. Alors, je vois déjà une question avec Bleu N. Vas-y, Oui. commence. Allez. Alors déjà, je tiens à signaler que c'est moi la coupable. Je suis le patient zéro qui a donné le virus du cheval à Joanne, qui était plus loup pour l'instant, et qui du coup, sur cette contamination un peu tardive, a quand même réussi à nous trouver des choses très intéressantes, bien que j'avoue, hein, j'ai raté un peu des passages. Il faut absolument prendre contact avec François Vallat, qui est notre vétérinaire chéri de référence, qui en plus est collectionneur de livres anciens et qui a, je ne sais pas, un mur entier entre la cuisine et le salon consacré à la chasse et beaucoup d'ouvrages du 19e siècle. Donc, il sera absolument ravi de donner des pistes, des éclaircissements, etc. Moi, je suis très intéressée par ce qui se passe dans le Finistère. Est-ce que je pourrais avoir des petites précisions sur notre Bretagne? Et puis, le lien entre le préfet d'Ille-et-Vilaine et finalement les attaques de loups en Mayenne, comment est-ce que ça se coordonne tout ça? Comme il y a des départements voisins, est-ce qu'il y a des unions pour certaines battues, des équipes transfrontalières entre Bretagne et régions voisines? Tu vas tellement me détester parce que je vais avoir du mal à répondre à tes questions. Alors, pour la Bretagne, en fait, je suis vraiment dans mes archives du Finistère en ce moment. Je suis vraiment en cours. Là, je suis donc tombé sur le dossier de Touzé-la-Sentière. Je n'ai même pas encore terminé parce qu'il y a tellement d'informations dessus. C'est un homme, en fait, donc il n'est pas encore louvetier, mais c'est un noble qui propose ses services. Bon, il est très enthousiaste, hein. Il a envie d'exercer sur les 4 départements de la Bretagne, tout seul, pourquoi pas. Mais du coup, pour l'instant, j'ai que lui qui se démarque et qui se détache vraiment pour l'instant. Là, je suis là récemment, vu que j'ai consacré l'essentiel de mon travail à l'intervention, c'est vrai que j'ai pas pu trop continuer, mais j'étais en train de retranscrire un tableau complet avec des prises de loups, avec les lieutenants de louveterie, tout ça, bon, des fois qui ne portent pas spécialement leur nom, mais souvent on a l'impression que c'est un piqueux, il a touché une prime au loup en participant à une battue. Donc, qui dit battue dit lieutenant de louveterie. Après, le souci, c'est que pour l'instant, je n'ai pas encore plus d'infos que ça. Il faut vraiment que je fouille, peut-être même dans la presse locale, parce que vu qu'il y a normalement une mention dans la presse des battues, il faudrait que j'explore ces archives-là. Alors, pour la Mayenne et l'Ille-et-Vilaine, ben, en fait, c'est que
les départements sont assez rapprochés, en fait, et il me semble que les forges concernées sont vraiment très proches. Et c'est vrai que, en fait, par rapport à l'emplacement des forêts à cette époque, il est possible. Alors, par contre, il faut vraiment qu'ils se coordonnent, les préfets, parce qu'il faut l'autorisation, parce que nous, on a des frontières, le loup n'en a pas. Évidemment. Donc, faut qu'il y ait un accord entre préfet, par exemple, le préfet de la Mayenne et le préfet d'Ille-et-Vilaine pour qu'ils se décident à ce que conjointement, on va dire une grande troupe de battus, mais répartie sur les deux territoires, s'unissent pour pouvoir chasser efficacement le loup. C'est déjà arrivé. Et quand il n'y a pas d'accord, en fait, au niveau de la limite nous, administrative, on est obligé d'arrêter la battue. Par contre, le loup, il continue. Oui, il s'en va. Je ne sais pas si j'ai très bien répondu à ta question. J'ai pas l'habitude de l'exercice oral. La dernière fois que je fais une intervention, c'est en 2016. Je fais de mon mieux. C'est très bien, merci beaucoup. Désolé. Et je vais laisser les autres poser des questions, mais j'en ai encore plein. Mais oui, j'imagine. Je ne sais pas si donc quelqu'un d'autre a une petite question pour Joanne. Jean-Louis, je vous vois dire des choses, mais on vous entend pas. Le micro. Il faut réactiver votre micro. Non, on vous entend pas. Le micro a été coupé. Il faut rappeler, il faut remettre. Réactiver le son, voilà, c'est bon. C'est bon. Non, juste dire un truc à Joanne, c'est que les veneurs se sont toujours pas mis d'accord, les veneurs d'aujourd'hui, sur quel est le meilleur cheval pour pratiquer la vénerie. Beaucoup continuent à penser que c'est le pur sang anglais, mais enfin, l'écrasante majorité de chevaux utilisés actuellement sont des trotteurs. C'est-à-dire le cheval normand, les trotteurs en général, d'ailleurs, sont des chevaux de réforme. Ce sont les trotteurs qui sont nés pour être destinés aux courses de trot, mais n'ayant pas réussi leur qualification, ils sont réorientés soit vers la boucherie, soit vers des centres équestres qui veulent avoir des chevaux pas trop chers, soit vers la chasse à course. Et donc, l'écrasante majorité des chevaux utilisés aujourd'hui en chasse à course, c'est le trotteur. Mais beaucoup disent que le cheval idéal, c'est le pur sang anglais. Et puis d'autres, bien sûr, évoquent plutôt le cheval anglo-arabe, qui est dans le berceau. En France, c'est en effet le limousin. Voilà. Donc, la querelle du 19e siècle que vous évoquez est toujours en vigueur. Bon. D'accord. À part ça, comme vous le savez, la Fédération française d'équitation reconnaît officiellement le cheval de chasse, enfin, comment dirais-je, il y a des épreuves de qualification, de sélection, pour le cheval de chasse. Le cheval de chasse, c'est un département officiellement reconnu par la Fédération française d'équitation. Et donc, il doit y avoir un type là-bas à la Fédération qui pourrait peut-être vous aider, vous renseigner. Je prends note. Bien que ce ne soit pas votre sujet principal. Hein. Oui, mais ça reste. Oui, mais... C'est le loup, mais voilà. J'essaye de me détacher un peu du loup, c'est pour ça que les lieutenants de louveterie s'attaquent aussi aux sangliers, à d'autres animaux nuisibles. Donc, c'est vrai que le loup, j'ai fait le tour. J'essaie de voir d'autres animaux. Sans compter que l'homme est un loup pour l'homme, comme vous le savez. Entre autres. Pour la fédération, je l'ignorais. Par contre, j'ai juste moi 2 petites observations et puis une question plus technique. Alors les observations, c'est vrai que c'est amusant. Donc c'est vrai qu'il y a une rarité en fait. Finalement, c'est pas quelque chose qui est très fréquent d'avoir le cheval victime de loup. Non, c'est pas fréquent. Alors que pourtant, je trouve que dans la fiction, en tout cas récemment, bon, déjà, j'en ai vu un la semaine dernière, j'étais très fière parce que j'habite au nord du Portugal. Enfin, j'habite au Portugal et au nord du Portugal, et ben, il y en a, ils ont été réinsérés. Et donc, bref, pour la première fois de ma vie, j'en ai vu un vraiment devant la voiture. Mais pour revenir à ça, en littérature, je trouve que c'est un sujet qui pourtant a été beaucoup abordé en littérature contemporaine. Et donc, je trouvais ça intéressant en fait de comparer, parce que souvent, il y a cette espèce un peu de vision très romantique finalement du cheval victime du loup, et puis en fait, qui est complètement contredite par les faits.
au final. Donc ça, c'était une première observation. Et ensuite, sur le statut double, finalement, parce que ça, c'est comme vous l'avez dit très bien, le cheval, encore une fois, même dans la chasse au loup, est tour à tour donc victime et chasseur. Et donc, c'est amusant comme la présence, la compagnie de l'homme réussit à faire du cheval voilà, un animal vraiment duel, même dans la pratique. Mm. Donc ça, pour moi, c'est qui suis plus sur les mythes et sur les représentations. J'aime beaucoup penser à ça. Et la question plus technique que j'avais, par contre, c'était sur les techniques de chasse au loup. C'est-à-dire que, par exemple, je connais un peu plus, par exemple, la chasse au renard ou la chasse au lièvre, où on utilise aussi des chevaux avec les lévriers, par exemple. Mais comment est-ce qu'on chasse au loup? Est-ce qu'il y a est-ce que vous retrouvez des ressemblances ou des différences techniques, en fait, entre les différents types de chasse? Dans l'utilisation du cheval, je parle bien sûr. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des chevaux qui sont utilisés Est-ce que déjà ça couvre plus de kilomètres? Enfin, voilà, c'est vraiment plus en termes de pratique de vénerie ou de chasse à court. Diane, Oui. Diane, est-ce que, parce que je vais être obligé de vous quitter là dans une minute, mais je voulais juste témoigner, car j'ai assisté à une chasse au loup, mais pas du tout en France, pas en Bretagne, ni dans le Limousin, mais au Kazakhstan. Et alors, on utilise pour chasser le loup un aigle royal. Alors, on est à cheval, évidemment. L'aigle royal, c'est une grosse bête qui pèse lourd, donc on la pose sur l'avant-bras, mais l'avant-bras lui-même est soutenu, parce que ça, encore une fois, ça pèse plusieurs dizaines de kilos. Donc, c'est soutenu par une fourche qui elle-même s'appuie sur la selle, ce qui vous permet de tenir ce bestiau ailé au grand bec sur votre bras. Et lorsque vous apercevez le loup, vous décapuchonnez l'aigle, qui aperçoit évidemment immédiatement le loup et qui fond sur lui avec une technique. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, hein. C'est pour ça que les aiguillés hésitent beaucoup à lancer leur aigle, parce que faire un aigle de chasse, c'est quand même 5-6 ans de travail. Et donc, on ne veut pas ruiner un tel capital comme ça, juste pour s'amuser, pour se distraire. On chasse le loup que quand c'est vraiment nécessaire. Et d'ailleurs, parfois, il y a plusieurs chasseurs qui utilisent plusieurs aigles pour venir à bout du loup. Et la technique, en gros, qu'utilise l'aigle, c'est avec une pince, il saisit la croupe du loup qui, par réflexe, se retourne pour mordre l'agresseur, et avec la deuxième pince, l'aigle s'empare de la gueule du loup, rapproche les deux et casse la colonne vertébrale du loup qui se trouve immédiatement donc paralysé. Voilà. Ça, c'est quand ça marche. Quand ça ne marche pas, le loup se défend et comment peut arracher quelques plumes à l'aigle. Enfin bon, les aiguillés savent faire, ensuite ils mettent des ailes artificielles à la place des ailes qui ont disparu. Mais je veux dire, c'est assez sportif, c'est assez spectaculaire. Et c'est inoubliable. Voilà. La preuve, c'est que j'ai vu ça il y a 25 ans et je m'en souviens encore. Bon. C'est parfois très frustrant de vous écouter, Jean-Louis. Ça donne vraiment envie. C'était une bonne sortie, c'était une bonne façon de finir la matinée. Dites-moi. Et tout ça, l'aiguillé lui-même est à cheval, évidemment. Donc, il y a quand même des chevaux dans tout ça. Bon, Diane, merci pour cette invitation. Pardonnez-moi, vous m'avez dit 11h30 et je vois qu'il est beaucoup plus que 11h30. En effet. Et donc, bon baiser, à bientôt. À bientôt. Merci encore. Au revoir, Jean-Luc. Au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir. Alors, bon, c'était une façon de sortir en beauté. C'était une belle intervention. Ça, la chasse à l'aigle au loup en Pakistan, je pense que tu ne dois pas l'avoir dans tes archives. Ah non, pas du tout. Non, mais par contre, c'est super passionnant. Ah ouais, on peut chasser le loup autrement qu'à l'arme à feu ou, voilà, ou au poison ou au pied.
Parce que justement, dans les archives que tu vois, la façon alors je me permets de mettre le tu, j'ai Oui, pas non, mais il n'y a pas de spécialement. souci, t'inquiète pas. En fait, quel type de service? Parce que justement, moi, quand je vois la vénerie, bon, que Mm. j'ai pu pratiquer, que je connaissais un petit peu au gros, donc sanglier, etc. On a une façon de servir l'animal. Et donc là, pour le loup, en fait, quelles sont un peu les pratiques de chasse que tu as pu repérer? Ou, enfin, alors Alors, j'imagine que c'est préliminaire, mais c'était juste bah, pour c'est voir le rôle du préliminaire, mais cheval. de ce que j'en sais par rapport à enfin, mon propre travail de recherche quand j'étais en master, c'est que normalement, en fait, on délimite un périmètre, en fait, on met tout autour des gens qui font du bruit, qui font un grand tintamarre, et il y a aussi une ligne de tireur. En fait, le but, c'est d'attirer le loup vers cette ligne de tireur en lui faisant peur, en fait. Le seul souci, c'est que ça marche pas à tous les coups, et du coup, le loup, des fois, eh ben, entre les différentes personnes qui font du bruit, en fait, il y a certains intervalles de plusieurs mètres, hein, des fois, et le loup, bah, en fait, c'est un animal très discret et il peut passer facilement entre les lignes. Donc, si on n'arrive pas à faire le travail de bruit pour l'attirer vers la ligne de tireur, c'est fichu. Après, le cheval, bah, c'est toujours déjà pour soulager la fatigue des veneurs, hein, du lieutenant de Louvétrie qui lui est armé aussi. Donc je pense, enfin, le cheval, il sert déjà pour éviter de la fatigue, mais aussi pour la poursuite du loup si jamais on arrive si on arrive à le filer. C'est aussi pour ça qu'on utilise aussi les chiens, aussi pour le pister et du coup pour transporter tout ce beau monde qui chasse. Parce qu'il y a pas mal de récits de chasse, donc enfin, là c'est plutôt du 18e, même du 17e siècle, ouais, 17 et 18e siècle. Il y a des chasses des fois qui se déroulent mais sur plusieurs jours parce que le loup arrive à filer. Évidemment, les chasseurs ne peuvent pas le poursuivre à pied, donc ils sont obligés d'utiliser le cheval de toute manière, jusqu'à épuisement de l'animal. Et le loup, je pense que ça échappe à personne que c'est un animal qui est très 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 endurant. Donc pour le poursuivre, il n'y a pas 36 solutions, il faut utiliser le cheval, c'est sûr. Et les chiens. D'ailleurs, le cheval et le chien, c'est le pire, on va dire, c'est les ennemis naturels du loup, en ce qui concerne l'homme en tout cas. D'ailleurs, j'essaie de te retrouver une référence. Mais alors, je ne Hmm. sais pas si tu trouveras énormément de choses, mais tu as peut-être dû le lire, en fait, parce qu'il y avait ce livre là, sur l'anthropologie du chien, L'homme et son double. C'était Jean-Marie Braun qui avait publié ça. Je ne sais pas si tu l'avais Non, dans ta pas encore. bibliographie, mais parce qu'il y a, en fait, alors il y a une partie un peu culturelle avec justement une comparaison entre il me semblait l'avoir lu, entre tout ce qui est caninophilie et caninophobie. Et Hmm. justement, il liait ça avec l'attitude que les gens avaient eue par rapport aux loups et donc l'attitude que les gens pouvaient avoir avec les chiens. C'est-à-dire qu'en Hmm. effet, tu parlais des loups enragés et donc qui avaient pu aussi influencer la vision que les gens avaient sur les chiens. Et Hmm. donc, tu avais Possible. peut-être des liens à faire, en tout cas, sur, tu vois, la façon de voir le loup, en tout Hmm. cas, parce que je pense qu'il enfin, il est assez complet. Bon, parfois, ça part un peu dans tous les sens, d'ailleurs, sur son organisation, mais l'avantage d'être sur un canidé, c'est vrai il fait beaucoup référence, en fait, aux autres races canines Hmm. qui ne sont pas forcément chiens, mais loups, renards, etc. Et Oui. donc, il y a peut-être aussi... et il faisait beaucoup de coupures de presse. Et donc, tu as aussi un relevé de coupures de presse, justement, où tu Hmm. peux retrouver ce que tu nous présentais un petit peu en termes d'attaque, par exemple, Hmm. de prédation ou de rage. Hmm. Et donc, Bah, voilà. ce qu'il faut comprendre, c'est que les attaques de loups enragés, en fait, enfin, un loup enragé, c'est ce qu'il y a de pire, en fait. Au-delà même d'un chien enragé ou tout autre animal, le loup, en fait, quand il s'attaque à une personne, même à un animal, un quelconque, il le déchire littéralement. Il le met en pièces. Vraiment, on est chanceux quand on s'en sort. Et encore, sans blessure, parce que sans blessure, c'est un miracle. Parce qu'après, si on est mordu, je vais pas dire un pourcentage idiot, mais on est quasi sûr de choper la rage et d'en mourir. Il n'y avait pas de soins à l'époque, j'entends bien, parce qu'après, il y a eu le vaccin contre la rage qui a été mis en place par Pasteur. À partir de là, bon. Mais bon, les blessures sont telles que c'était horrible. Et quand, du coup, le loup s'attaquait aux animaux domestiques, que ce soit même des chats, non, serait plus. Je pense que le chat, il mourrait tout de suite, mais un chien, un cheval, les vaches, enfin, tout ce qui est troupeau domestique, c'était une catastrophe, de toute manière. Bah, tu parlais de la chose économique, mais en plus, je Mm. pense qu'il y a une vertente symbolique, c'est-à-dire que dès que tu vois un animal qui s'en prend un animal aussi gros
et aussi imposant physiquement qu'un cheval ou qu'une vache. Je pense que dans l'imaginaire humain, sociétal, tu dois en plus avoir cette espèce de peur qui doit se répercuter et se multiplier encore plus quand il s'en prend un gros animal. Parce que quand il s'en prend un mouton, bon, symboliquement, le mouton, il fait pas vraiment peur à qui que ce soit. Mais Non. le cheval ou la vache, bah, ça fait peut-être encore plus peur qu'ils soient des victimes du loup, parce qu'on se dit, bah, même un homme qui est un grand gaillard peut être finalement victime de cet animal. Donc, il peut toucher toute la population. Je pense qu'il y a peut-être cette peur-là aussi qui se répand Alors, plus, je sais pas. pour le loup enragé, oui, parce que le loup enragé il ne fait pas de distinction. Il n'en fait aucune, que ce soit homme, femme, enfant, n'importe quel animal, en fait. Et en fait, il n'a plus de raison. En fait, ce qu'il veut, c'est mordre. Il veut déchirer parce qu'il ne peut pas avaler, il ne peut rien manger. Et en fait, c'est une pure folie, en fait. Donc, il attaque tout ce qui bouge, vraiment tout ce qui bouge. Le loup prédateur, lui, est bien plus prudent. On veut dire, déjà, s'il est tout seul, il ne s'attaque jamais à une proie qui est hors de sa portée. Déjà, un loup tout seul ne s'attaque que très rarement à un sanglier. Il s'y prend à plusieurs. Pour un cheval, c'est pareil, il s'y prend à plusieurs. Et les vaches, tant que ce n'est pas un veau ni un poulain, ils s'y mettent à plusieurs pour limiter les risques, parce qu'ils savent que, enfin, ils savent. C'est dans le sens où s'il se blesse, bah, il est fichu. Et ça, il ne peut pas s'en sortir tout seul sans les autres membres de sa meute. Donc, si c'est un loup solitaire, il limite les dégâts. Et sur l'être humain, par exemple, nous, ce qu'on a dans nos données, c'est qu'il n'y a que vraiment très, très, très peu d'hommes adultes qui ont été attaqués par un loup prédateur. Le loup prédateur va s'attaquer essentiellement aux enfants, aux jeunes petits bergers qui s'occupent des petits moutons, des vaches, et des fois des enfants très jeunes, hein, jusqu'à 4-5 ans, quoi, qui étaient envoyés dans les champs pour surveiller les animaux. Donc eux, ils étaient bien plus susceptibles d'être victimes. C'est pour ça qu'on a l'histoire du petit chaperon rouge, même de la peur, en fait, des enfants, attention au loup, tout ça. Enfin, c'est ça qui est ancré surtout dans notre imaginaire depuis des siècles. Oui, et puis même en fait, on peut faire le parallèle pour les chevaux, puisque tu parlais beaucoup plus de poulains, en fait, finalement, Oui. que de chevaux adultes. Bah, cheval adulte, il peut tuer un loup, hein. Une ruade bien placée, soit le loup est estropié, soit il est mort. Donc, oui, ça attaque essentiellement aux jeunes et aux femelles parce qu'elles sont vulnérables. Si elles ont encore le petit dans le ventre, elles vont avoir une moins bonne mobilité que si elles étaient en pleine santé et aptes à se défendre. Là, il y a le petit, donc elles sont plus vulnérables. Et les loups, en général, justement, privilégient aussi ces animaux-là, les animaux qui sont en gestation. Dans les troupeaux domestiques, j'entends. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est vraiment les victimes, c'est les juments, les femelles et les petits, les poulains. Et aussi, chez les bovins, c'est pareil. Ok, alors une autre question pour Joanne, je me dis, puis ensuite, c'est vrai que chez vous, il est déjà plus près de midi, même si ça ne mettait pas forcément en appétit, les histoires d'éventrement, etc. Désolé. Non, pas de souci. J'y ai pensé après, je me suis dit, en fait, on aurait peut-être dû commencer par là. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions pour Joanne pour finir, Maurice? Ouais, merci pour cet exposé. Moi, je me demandais, vous avez parlé des attaques sur des chevaux de trait en agriculture. Enfin, du coup, moi, c'est mon sujet. On voit là, avec le retour du loup dans les estives, des baisses de production, de lait pour les troupeaux ou ce genre de choses. Est-ce que la présence de loups autour de fermes avec des chevaux au travail pouvait stresser les chevaux, donc induire des difficultés, que ce soit au dressage ou au travail, ou voire même sur l'élevage de chevaux de manière générale? Ou est-ce que le cheval est un animal qui est moins craintif du loup par rapport à des moutons ou des chèvres? Bah, c'est une bonne question, dans le sens où, déjà, de base, le cheval est une proie. On s'entend bien, c'est pas un prédateur ni rien, mais déjà, c'est un cheval qui est adapté à la course, à fuir. Donc, d'instinct, je dirais que déjà, qu'il est prêt à s'enfuir en voyant le loup. Après, que ça génère un stress complètement. Je veux dire, quand on voit enfin, peu importe l'animal, je pense que même un chien pourrait faire stresser un cheval parce que c'est un intrus, c'est pas un congénère, donc forcément, ça va engendrer du stress. Après, je pourrais pas totalement vous répondre à ce sujet. C'est vrai que par contre, c'est très intéressant de poser la question parce que j'ai pas d'éléments en fait directement. La présence de loups autour des troupeaux est nécessairement inquiétante pour le cheval, qui est effectivement une proie et qui est très, très sensible. C'est-à-dire que son ouïe et son odorat lui permettent de repérer des prédateurs parfois très loin.
Donc, même si le loup n'est que de passage finalement et n'est pas menaçant, le cheval le sent, le cheval sait qu'il est là. Donc, nécessairement, ça génère un stress. Après, il ne faut pas oublier non plus que pendant des siècles, en fait, les loups, je parle pour la Bretagne parce que c'est le territoire que je connais, les loups faisaient partie du décor. Et donc, quelque part, les chevaux étaient, entre guillemets, plus ou moins habitués au fait qu'ils rôdent dans les parages. Ce qui était inquiétant, c'était que le loup s'approche de l'habitation et de la ferme. C'est-à-dire qu'un loup qui s'approche, c'est nécessairement un danger. C'est, enfin, au XVIIIe siècle, en tout cas, c'est forcément soit il a la rage, soit effectivement il meurt de faim, il va venir chercher un poulain. Mais en Bretagne, au 18 et début 19e, c'est forcément qu'il y a un problème, entre guillemets, s'il y a un loup qui s'approche. Par contre, dans d'autres régions du monde, c'est probablement différent. Mais voilà, en Bretagne, par exemple, quand ils faisaient une battue, qu'ils étaient un peu contents dans la région d'Auray, ils estimaient avoir tué la moitié de la meute, ils en avaient tué 42. Donc, c'était des proportions importantes. Mais voilà, les loups Si je en peux Bretagne intervenir. étaient... Oui, d'ailleurs, tu m'as fait Vas-y, penser à Diane. ça. Ben, c'est parce que ça m'a fait penser aussi à quelque chose auquel j'avais pensé pendant que Joanne présentait son exposé. D'une part, alors je vous emmène un peu plus loin que la Bretagne parce que je vous emmène au Montana pour avoir amené beaucoup de clients là quand je travaillais dans le tourisme, pour y avoir été beaucoup d'été. C'est vrai que par exemple, la gestion des chevaux au Montana est complètement différente parce que justement, on a les loups qui ont été réinsérés donc à Yellowstone. On a toute une proximité en fait de prédateurs de grande taille, parce on parle des loups, mais on a aussi les ours. Alors même si les ours les plus petits sont en général les plus méchants, c'est comme les chiens, c'est les plus petits qui sont les plus agressifs, et les plus grands qui sont les plus comment dire réservés, on dirait. Et en fait, au Montana, ils ont une gestion différente dans le sens où ils n'approchent, en fait, ils ne ramènent les chevaux au niveau des écuries et du ranch que 2 ou 3 mois par an. Le reste du temps, les chevaux sont livrés à eux-mêmes, ce qui fait qu'ils ont une gestion de leurs propres ressources et de leur propre défense qui est complètement différente que celle des chevaux européanisés, on va dire, qui vivent dans le confort d'un box, qui ont de la paille à volonté, etc. Puisque il y a une partie de l'hiver où en plus c'est impraticable pour aller les voir, et donc c'est presque par hélicoptère qu'on va leur mettre du foin si vraiment il y a de la neige un peu trop, à un niveau un peu trop important. Et donc la gestion du cheptel, mais d'ailleurs ils continuent à gérer les chevaux de cette façon-là pour que les chevaux puissent bâtir des mécanismes de défense et de protection qu'ils n'auraient pas s'ils étaient dans un univers un peu choyé à l'occidental. L'Europe. Et donc ça, c'est une gestion vraiment des animaux différents. Donc je pense que ces chevaux-là sont très conscients des prédateurs, et d'ailleurs, ils ont tendance à englober l'homme comme un prédateur aussi. C'est-à-dire que quand on arrive à la période du printemps où on fait donc la transhumance pour les ramener vers les box, à l'exception des 2-3 qui restent l'hiver en stabulation au cas où pour gérer les problèmes du ranch ou les choses un peu directes, et ben, quand on fait la transhumance pour ramener tous les chevaux vers le ranch et qu'on doit recommencer à mettre des selles et recommencer à les travailler et recommencer à les utiliser dans la vie du ranch, je peux te dire qu'ils nous font courir sacrément parce qu'on est obligé de les mettre un peu, ben c'est un peu comme dans les films que vous voyez, on va les mettre dans des trucs de plus en plus petits pour finir par réussir à les choper parce que ils considèrent l'homme lui-même comme un prédateur, parce que ça fait 8 mois qu'ils vivent sans lui ou 10 mois qu'ils vivent sans lui, et donc bah, t'es gentil mais non merci. Et donc on a un peu cette espèce d'attitude du cheval face à l'homme et dire non, non, mais attends, je me débrouille très bien sans toi, et maintenant, si tu veux, il va falloir courir un peu. Et donc, ça, c'est assez enrichissant, en fait, de voir cette différence d'état. Et à écouter Joanne, je me suis demandé d'ailleurs si la mise en place de box et de stabulation, même dans les campagnes, venait pas aussi de cette espèce de volonté de protection. C'est-à-dire que dans les villes et dans les centres urbains, je peux comprendre qu'on ait systématisé le box puisqu'il y avait une rentabilité de l'espace. Hein, on avait des gares de box et des endroits où ils étaient presque en immeuble, hein, les uns sur les autres. Je parle des grandes capitales. Mais dans les campagnes, c'est vrai que quand on pense hors prédation, on se dit que bah, le box n'a pas vraiment d'usage. Et en fait, je me demande s'il n'y a pas un lien. Alors, je ne suis pas historienne et je ne suis pas du tout spécialisée sur les campagnes rurales, ça c'est plutôt Bleuhen, mais je me demande s'il n'y a pas un lien justement entre la prédation et la mise en place de stabulation de box dans les terrains ruraux.
Ça, je ne sais pas si toi, tu as des sources par rapport à ça. Ou... Alors, ça, il faudrait trouver des archives là où il y a des tensions, c'est-à-dire où il y a expansion sur les forêts, en fait. À mon avis, les interfaces en fait, entre forêt et zone agricole, là où la zone agricole commence à manger sur l'habitat du loup, là, il y a eu certainement des zones de friction. Est-ce que c'est là qu'on voit apparaître les stabulations en premier? Je ne suis pas certaine. Par contre, on trouve beaucoup dans les archives criminelles, les témoins en justice et autres, des gens qui, au contraire, au moment des mises bas, ou quand il y a rumeur de passage d'un loup, les gens dorment dehors pour protéger les chevaux. C'est-à-dire qu'au lieu de rentrer le cheval, on sort l'humain. On va dormir près du troupeau, on va dormir près de la poulinière, et c'est là que survient tel ou tel événement. En général, ce n'est pas tellement le loup qui se pointe, c'est un voisin ivre qui trouve une femme endormie dans l'herbe et ça se passe mal. Mais voilà, dans les archives criminelles, finalement, au détour de témoignages comme ça, on trouve des choses, des pratiques qui finalement ne seraient pas venues à l'idée. Nous, on a besoin de protéger un cheval, ben, on rentre le cheval. Et ben, à l'époque, on sort un bâton et on sort son fils, sa femme, etc. et on dort dehors. Du coup, forcément, c'est même plus le cheval qui est exposé au danger, c'est parfois toute la famille. Parce que si jamais le loup survient effectivement, parfois son choix n'est pas vers le cheval, n'est pas orienté nécessairement vers le cheval, surtout si le cheval court plus vite que le môme. Ça, c'est intéressant, tu vois. Par exemple, j'aurais jamais pensé sortir la famille et mettre ton enfant en premier. C'est vrai qu'on contrôlait peut-être moins les naissances à l'époque et qu'on avait peut-être plus besoin du cheval, je ne sais pas. Mais non, c'est intéressant de voir cet angle-là, ouais. Bah, moi, ça me fait penser, dans une lecture récréative, c'était sur l'histoire du Far West, j'avais lu, bah, encore le loup, hein, encore et toujours lui, j'avais lu une petite partie où justement c'était au moment où on devait transporter des troupeaux de vaches d'un point A à un point B, donc des fois sur des très 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 grandes distances. Donc les nuits, en fait, ils mettaient tous les animaux au centre, en fait, tous les chariots, ils les mettaient en cercle, les animaux étaient à l'intérieur, et c'était les hommes qui protégeaient, du coup, la nuit, tout le troupeau et les chevaux des loups qui rôdaient, en fait, tout autour du camp, quoi. Et c'est vrai que, bah, du coup, effectivement, ce sont les hommes qu'on met, du coup, en première ligne pour protéger les animaux la nuit, pendant qu'après, le reste se faisait sans trop de casse la journée avec les chevaux qui transportaient tout ce beau monde. Mais il ne faut pas oublier que pendant des siècles, on a vécu avec les loups aux frontières des exploitations agricoles et que pendant très très longtemps, dans l'immense majorité des cas, et c'est aussi pour ça que Joanne pleure et souffre sur ses archives, c'est que dans la majorité des cas, ça se passait très bien. Et donc, RAS, donc pas d'archives. Parce que les gens avaient des pratiques différentes de celles d'aujourd'hui. Le berger électrique n'existait pas. Et puis, voilà, il y avait plein de pratiques en fait qui consistaient, qui permettaient d'éviter les frictions avec le loup. Et l'homme n'avait absolument pas de réaction agressive dans un premier temps vis-à-vis du loup. On cohabitait, on se partageait l'espace et tous les points de friction, contredis-moi si c'est le cas, Joanne, tous les points de friction sont des territoires où l'homme est allé manger le territoire du loup et sa ressource, ce qui a contraint le loup à aller servir dans les troupeaux des exploitations agricoles. Non, je suis d'accord. Je Ce te contredis pas. que je trouve très intéressant là dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, on considère souvent l'animal au service de l'homme, en fait. C'est-à-dire que ce soit le cheval de travail, par exemple, dans les archives, ou que ce soit les chiens qui vont faire la chasse ou qui font la garde, etc. Et en fait, dans ce système-là de prédation ou de danger, on se rend compte que l'homme se met aussi finalement au service de l'animal. Et ça, je trouve que c'est pas forcément, et spécialement maintenant, spécialement à l'heure actuelle, avec toutes les questions justement de parfois du déséquilibre présumé ou pensé ou imaginé ou projeté pour avoir les relations de travail entre homme et cheval, en fait, tu te rends compte qu'il y a vraiment un système d'échange finalement, parce que quand c'est l'homme qui est prêt à mettre sa famille pour protéger le poulain ou la jument qui va mettre bas, bah, tu te rends compte qu'il y a aussi une mise au service finalement de l'homme pour le cheval, quoi. Et ça, c'est vrai que c'était pas forcément un aspect qu'on voit beaucoup. Je pense qu'il y a aussi une problématique autour du mot nuisible. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'être nuisible? Qui est nuisible pour qui? Est-ce
Est-ce que c'est encore valable de travailler avec cette notion-là aujourd'hui, comme certains le font encore? Voilà, c'est tout un tas de questions qui sont intéressantes. Par exemple, quand on parle que le loup est un animal nuisible pour l'homme, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. C'est que nous, par exemple, dans nos bases de données, on est arrivé à plus de 3000 victimes de loups prédateurs. Mais c'est étalé sur 5 siècles, voire plus. Donc, il faut relativiser. Je pense qu'il y a plus de morts d'un pauvre éleveur qui se fait tuer par son taureau, en fait, il y a plus de chances de mourir de ça que de t'attaquer par un loup, en fait. Donc, faut relativiser la dangerosité du loup sur l'homme. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé et que ça n'existe pas encore aujourd'hui. Je pense que, je me trompe peut-être dans les statistiques, mais je crois qu'il y a une dizaine d'attaques mortelles du loup sur l'homme chaque année. Mais c'est très peu par rapport aux accidents de voiture, aux accidents domestiques. C'est très, très peu. Il y a même plus de morts dues à des herbivores. Je pense à l'éléphant, je pense à l'hippopotame. Même les bovins, hein, même peut-être des chevaux, je ne sais pas, là je manque complètement de données, mais il faut relativiser, remettre les choses dans leur contexte et pas crier au loup, justement. Le loup est certes un danger, c'est un carnivore, nous sommes, nous, omnivores, flexitariens maintenant dans les publicités. On en a peur, c'est quelque chose de naturel, on a toujours peur du prédateur. On a réussi à domestiquer le loup, on va dire, maintenant c'est ce qui donne le chien, hein, c'est toujours Canis lupus, hein, c'est Canis lupus familiaris, mais on a des loups parmi nous, en fait, ce sont nos compagnons aussi. Donc il y a le compagnon domestique, mais il y a le compagnon sauvage, on vit avec, c'est pour ça qu'il se réinstalle, en fait, c'est qu'il se sent... Il se réinstalle, mais je pense pas, il cherche pas spécialement le conflit, c'est juste, il y a plus de... Il n'y a pas assez de nourriture à l'état sauvage, donc forcément, des moutons qui sont à disposition, il se sert, c'est obligé. Mais du coup, est-ce qu'il est encore très dans la question de la dangerosité est à relativiser quand même à son On sujet. meurt plus de la grippe que Exactement, d'attaque de loup. il y a bien plus de morts de maladies que Covid, grippe, même d'autres, hein, que de gens qui vont être tués par un loup, surtout à notre époque, quoi. Oui, mais là encore, c'est le poids des représentations. C'est-à-dire que finalement, la peur et les représentations, parfois, ont beaucoup plus d'effets néfastes que le propre animal, finalement, puisque l'animal, il disparaît derrière la représentation qu'on en fait, la projection qu'on en fait. C'est le loup enragé qui a vraiment contribué à l'image noire qu'on se fait du loup. C'est que l'animal s'attaque à tout le monde, les dégâts derrière, les gens on va bientôt manger, donc je vais pas trop entrer dans le détail, mais ça a créé de vraies psychoses dans les campagnes. Même après, il y a des gens, ils décédaient 3 semaines après, donc ils étaient guéris. Ils avaient encore les stigmates sur leur visage ou sur leur membre, voilà. Mais vu qu'ils commençaient à délirer à cause de la rage, ils se mettaient à grogner comme des loups. Ils disaient qu'ils faisaient des cauchemars. Ils voyaient la bête, ils voyaient la bête. On a eu des témoignages dans ce sens-là, hein. On les avait partagés sur le site internet, moi, qui n'est plus accessible, je suis désolé, il y a des soucis il y a des soucis avec notre site internet Homme et Loup, 2000 ans d'histoire, mais du coup, ces récits-là ont contribué à l'image très négative qu'on a encore de nos jours du loup. Voilà. Merci beaucoup, Joanne, pour cette Merci à vous, surtout. présentation très intéressante. On est en train de perdre, de perdre un peu d'influence, donc on va peut-être arrêter là. Ça vous va, j'ai déjà coupé l'enregistrement.